une production du Studio SF. Re-bienvenue à Science Radio, le podcast où j'explore les grands mystères de la science et de la santé humaine en compagnie d'une personnalité publique et d'un ou une experte du sujet. Ce projet est rendu possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et du scientifique en chef. Et si, comme mes invités et moi, vous aimez la science, dévorer l'actualité scientifique et déboulonner des affirmations douteuses, eh bien, faites comme nous et allez suivre le scientifique en chef sur ses différentes plateformes. Aujourd'hui, on aborde un de mes dadas dans le domaine de la nutrition. On vient parler de la place des gras dans l'alimentation. Alors, le cholestérol, les œufs, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on devrait en manger? Les huiles végétales, est-ce que c'est pro-inflammatoire comme on peut lire sur les réseaux sociaux? Lesquels on devrait utiliser en cuisine? Bref, plein de questions fascinantes que j'ai eu le grand plaisir d'explorer avec la nutritionniste et docteure en pharmacie Annie Ferland, ainsi qu'avec Priscilla Vaillancourt, la fondatrice de Profites-en. Sans plus attendre, je vous laisse apprécier l'épisode. Bon matin, mesdames. Priscilla Vaillancourt et Annie Ferland. Je suis super contente de vous avoir autour de la table aujourd'hui pour parler d'un sujet pour lequel j'ai, moi, personnellement, une très grande passion depuis le début de mes études en nutrition. On va parler des gras dans l'alimentation. Lors de la première saison, on avait consacré un épisode sur la thématique des glucides, la grande peur autour de ça. Les gras, en fait, c'est malheureusement un nutriment pour lequel il y a beaucoup de craintes encore, beaucoup de fausses croyances qui circulent. Donc, je pense qu'on va avoir la chance de faire un beau tour de table aujourd'hui pour parler de tout ça. Annie, tu es nutritionniste diététiste et docteure en pharmacie, fondatrice de Science Fourchette, un blog qui fait de la vulgarisation scientifique, qui simplifie la science. Tu as autant de la vulgarisation scientifique que des recettes incroyablement délicieuses. Et moi, j'ai toujours admiré la qualité de ton contenu, tes photos, tout est tellement minutieux, tellement beau. Et tu as une rigueur scientifique qui, pour moi, tu es une inspiration depuis que j'ai commencé à faire du travail sur les réseaux sociaux. C'est vraiment gentil, merci. Est-ce qu'il y aurait autre chose dans ton pedigree? Qui es-tu aussi? Ouais, au-delà des... J'aime nommer les gens, mais après, vous, comment vous vous nommez, c'est vraiment important pour moi aussi. Au-delà de ça, je me considère peut-être un peu créatrice, artiste. Oui, j'ai des recettes, mais j'aime cuisiner, on s'entend. Moi, j'ai des projets de fin de semaine. J'aime faire du pain, j'aime faire des pâtes, j'aime faire les affaires. Puis, tu sais, je manque de temps, là, mais c'est comme, tu sais, il y a des gens qui ont une cricotte qui font du bricolage. Bien, moi, je fais du pain. Tu sais, c'est mon passe-temps, j'aime ça, c'est du plaisir. Puis j'ai de la pizza aussi, c'est le fun. Oui, t'as ton beau four dehors. Ça, c'est mon rêve, un jour, d'avoir un beau four pour faire de la pizza dehors. C'est tellement le fun. Là, c'est une folie. C'est un peu comme la folie des vélos. Hein? Tu sais, quand t'as un vélo, puis ça, je comprends. C'est ça. Là, tu vois le nouveau modèle, t'as le goût de l'acheter. La pizza, c'est pareil, c'est épouvantable. Ah ouais, wow. Un jour, j'aimerais que tu m'invites à manger une pizza avec chez toi. Grand plaisir. J'aimerais vraiment ça. Priscilla Vaillancourt est un parcours aussi, toi, qui est tellement original, authentique, que je trouve tellement chouette. Tu es derrière Profites-en. Tu crées du contenu pour simplifier la vie des gens qui ont une alimentation végétalienne. Tu as fait tellement de projets que ça devient... C'est ça, je pense que je vais te laisser, toi, me dire de l'avant mettre de l'avant ceux qui sont les plus significatifs pour toi. Mais quand je pense au contenu que tu fais sur les réseaux sociaux, je pense que tu es une personne très lumineuse, optimiste, qui aime mettre de l'avant des valeurs liées à l'environnement, à la protection des animaux, à rendre l'acte de manger le fun. Puis c'est pour ça que pour la thématique, justement, parler de gras dans l'alimentation, considérant tout le beau travail que tu fais pour réduire la charge mentale des gens en cuisine, pour moi, le fit était vraiment parfait. Et juste avant qu'on commence à enregistrer, tu as participé récemment aussi à une émission de télé sur la thématique de l'environnement. Donc, je te relance la question. Je t'ai un peu introduite, mais toi, comment tu te décris dans la vie de tous les jours? Bien, c'est ça. Moi, maintenant, je me décris comme une fille de projet parce que, justement, j'en ai fait plein. J'aime ça, fille de projet. Ben, c'est ça regroupe tout. C'est pas compliqué. J'ai étudié en psychologie jusqu'au doctorat en psychologie. Finalement, ben, justement, j'ai tout lâché pour mon entreprise Profites-en. Et maintenant, ben, je me sers tout le temps de ces connaissances-là. C'est pas des connaissances perdues, la psychologie, de toute façon, pour diminuer la charge mentale en cuisine des
les gens, simplifier le végétalisme, comme tu as dit. Et à travers tout ça, j'ai un podcast et aussi j'ai participé à une télé-réalité qui s'appelle Les Décarbonés, qui est en lien justement avec l'environnement. Fait que je fais plein de choses et j'ai du plaisir là-dedans. Ah, c'est tellement important, c'est tellement cool. Pour la thématique du jour, puis là, justement, on parle de charge mentale. Toi, Priscilla, quand tu es devenue végétalienne, tu es devenue maman il y a quelques années aussi, est-ce que tu as eu une charge mentale accrue en lien avec l'alimentation? Est-ce que c'est quelque chose, c'est les projets que tu fais en ce moment qui ont été un peu motivés par des choses que tu as vécues dans ton propre quotidien? Oui, ben il y a comme 2 charges mentales différentes. Quand je suis devenue végétalienne, le végétalisme, c'était très lié à la culture des diètes. Tu sais, c'est comme moi, ça fait quand même longtemps, là, c'était il y a 10-15 ans. Puis c'était très lié à la culture des diètes. Fait que justement, les gras, ben c'était dans une période où on cuisinait des biscuits sans rien, tu sais, sans sucre, sans gras, puis finalement, ça marchait jamais. C'était juste sec puis mauvais. Je sais pas, vous avez peut-être pas eu cette phase-là? Ou... Mais moi, je l'ai vue, tu sais, cette phase-là. C'est un peu les débuts de Sciences et Fourchettes. Je voyais ces tendances-là. On cuisinait des boules énergie avec du gras de coco, là. Tu sais, cette phase-là de l'alimentation. Là. Moi, j'ai vu genre faire sauter des oignons avec de l'eau. Ça, je ne l'ai pas vu, par exemple. Non, ça, on dirait peut-être dans ma famille, des gens autour de moi. Mais mes parents n'ont jamais fait ça. Maman, papa, vous m'avez toujours bien cuisiné la bouffe. Mais ça, j'avais le souvenir de voir justement des gens qui allaient mettre de l'eau pour faire cuire des oignons. C'est un peu triste, hein? Oui, parce qu'il y a les poils anti-adhésives à la limite. Là. Oui. On va être pratique, là. Bien, c'est ça, puis ça change le goût, tu sais. Pendant longtemps, il y a des choses, justement, que je mettais peu ou pas d'huile, juste parce que je voyais tout le monde faire ça, dans le sens que je me questionnais pas vraiment. Puis là, après, quand j'ai commencé à mettre de l'huile, j'étais comme, OK, c'est vraiment meilleur. Comme le bacon végétalien, pas d'huile, ben justement, tu sais, mettons, du vrai bacon, c'est comme plus gras. Oui. Ben quand on ajoute de l'huile, ben ça ressemble déjà un peu plus, tu sais, c'est déjà plus intéressant. Fait que moi, ça a été cette charge mentale-là au début, mais heureusement, il y a comme eu la tendance, ces médias sociaux, de se défaire de la culture des diètes. Puis moi, ça m'a comme vraiment ouvert les yeux de comme, j'ai pas envie d'être là-dedans, j'ai pas envie de passer ma vie là-dedans. Fait que finalement, j'ai vraiment mis ça de côté. Puis après ça, ça a été la charge mentale de cuisiner, planifier. Puis ça, c'est quand je suis devenue mère que là, j'étais comme, OK, j'ai plus autant de plaisir autour de la cuisine parce que j'ai plus autant de temps, plus autant d'espace mental non plus. Fait que c'est là que, en tout cas, j'ai commencé mes projets puis tout ça en lien avec ça. Fait qu'il y a comme 2 types de charge mentale, je trouve. Puis quand on s'était parlé avant, tu m'avais nommé justement que tu sais, ton enfant est aussi végétalien et donc pour combler ses besoins, tu avais été amené un peu plus à justement porter une attention à la quantité de gras que tu mettais dans son alimentation. Oui, c'est ça, parce que moi, je voulais bien faire les choses. Là, parce que des fois, je vous rassure, OK, quand je dis que mon fils est végétalien, il y en a qui capotent. Là, ils sont comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Bien, moi, je voulais faire ça bien. Fait que justement, j'étais allée voir une nutritionniste, puis elle m'a dit, c'est possible que ça soit sécuritaire tout ça pour lui, mais il faut juste que tu fasses attention, entre autres, au gras, parce qu'une alimentation végétalienne, ben il peut en avoir moins. Puis lui, ben il est en développement, il grandit, puis tout ça. Fait qu'on s'est lâché lousse dans le gras par rapport à lui. Là. Elle me disait justement plein de sources de gras, comme du lait de coco, des trucs de même. Fait que c'est là que j'ai fait un peu plus attention à ça versus quand c'est juste moi là, qui mange. Je fais moins attention à ça. Là. Super. Puis toi, Annie, justement, puisqu'on n'est pas dans la même génération, tu as connu aussi, toi, le moment où, plus dans les années 90-2000, la peur était autour des gras. Parce que moi, quand j'ai fait mes études en nutrition, plus en 2015-2016, là, on était déjà dans la mode des glucides, qui était le méchant. Toi, comment tu... Moi, j'ai fait mon bac dans la fin de la guerre au gras, là, tu sais, plus dans les années, fin des années 90. Fait que j'ai vu cette fin-là qui était très ancrée dans... On travaille à l'hôpital, puis c'est des recommandations qu'on va faire. Fait que je l'ai vécu comme ça, mais j'ai vécu la transition aussi. Là. Fait que, tu sais, j'ai vu toutes les phases, finalement, puis je les vois revenir, je les vois partir. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais à l'époque, c'était selon les connaissances. Là. C'est ce qu'on avait de meilleur. Puis il faut toujours se ramener aussi dans les époques, la nutrition. Parce que oui, la science, elle évolue. Puis des fois, en nutrition, je trouve ça paradoxal. On a l'impression qu'il faudrait que ça reste rigide. Faut pas changer la façon qu'on mange, tu sais. Dis-moi si ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon, puis OK, parfait, le problème est réglé pour la vie.
Mais la nutrition, c'est une science. C'est une science qui évolue. Tu sais, on fait de la recherche sur le cœur, on fait de la recherche sur les cancers, on veut trouver de nouvelles solutions, on veut sauver des vies, on veut améliorer la santé des gens. Bien, il faut permettre la même chose à la nutrition. C'est normal que ça change. Fait qu'il y a eu des nouvelles études, des études plus robustes dans les années 90. Là, c'est là les grosses cohortes de Framingham sont arrivées. On a refait la nutrition différemment. Des grosses cohortes, beaucoup de gens. On pouvait avoir un meilleur portrait de l'influence de l'alimentation sur la santé. Fait que c'est le début des années 2000, c'est là où la vraie science de la nutrition a émergé. Fait que c'est ce que j'ai pu voir. Moi, j'ai vu aussi que même dans le milieu médical, on n'aime pas ça quand ça change. Hein? Surtout pas la nutrition, il faudrait que ça reste comme ça, rigide, ça bouge pas. Mais j'ai vu les courants changer tranquillement, pas vite. Puis aussi, plus de nutritionnistes qui sont allés faire de la recherche. Oui. Ça fait une grosse différence, hein, parce que la recherche faite par des nutritionnistes qui ont une formation là-dedans, qui ont une vision globale de l'alimentation versus une personne d'un autre domaine qui fait de la recherche en nutrition, mais qui n'a pas tous ces angles-là, les résultats ne seront pas interprétés de la même façon. Ouais. Parce qu'avant, c'était plus les médecins. C'était les médecins, les chercheurs, des physiologistes. Okay. Le premier chercheur qu'on pourrait dire de la nutrition, Ansel Keys, c'est un physiologiste. Donc, lui, s'est intéressé à l'alimentation parce que, le gouvernement de l'époque lui a demandé de faire des rations pour l'armée dans la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'était les rations K. Fait que lui, il a créé ça pour le gouvernement en temps de guerre. Puis à partir de là, il a commencé à faire de la recherche en nutrition. C'est tellement intéressant. C'est comme ça que ça s'est bâti, la recherche. C'est intéressant, je savais pas. Je pensais, dans ma tête, c'était tout le temps les nutritionnistes, mais dans le fond... Non, c'est ça apporte un regard différent. Exactement, parce que la personne qui a fait un bac en nutrition va être capable de voir les angles économiques, les angles culturels, les angles familiales, sociales. Fait que c'est important de voir tout ça là, dans l'alimentation. C'est pas juste une question, mange ça, tu vas être en santé, mange ça, tu seras pas en santé. C'est beaucoup plus complexe. Puis, tu sais, si on essaie de faire de la recherche comme en médecine, où est-ce qu'on donne une pilule, on fait un essai randomisé contrôlé, comme on appelle, on a des groupes, on donne des placebos, on donne des pilules d'un autre côté, mais on ne sera jamais capable d'avoir une bonne information en nutrition à faire ça. Fait que c'est pour ça que les études, on évalue des diètes, puis on dit, une cohorte vont faire cette diète-là, l'autre va faire cette diète-là, eux autres sont pas à diète, on va voir ce que ça va donner, ça ne marchera jamais en nutrition. Toute personne qui s'obstine à faire un essai randomisé contrôlé en nutrition pour étudier une diète, il est dans le champ gauche. On va se le dire. Puis même aussi, Priscilla, pour revenir sur ta question, je pense que dans le champ actuel de pratique, du moins au Québec, c'est moins de 10 % des nutritionnistes qui travaillent en recherche. Donc, la vaste majorité sont en clinique, en santé publique. Puis il y a vraiment une richesse, justement, d'avoir des cliniciens qui font de la recherche parce que, on en reparlera tantôt, mais la recommandation, disons, de manger du poisson 2 fois par semaine pour l'apport en bon gras, en oméga 3, un chercheur pourrait travailler là-dessus puis dire, voilà la chose à faire. Mais comme nutritionniste qui voit dans son bureau l'aspect terrain, l'aspect pratique que le poisson, ça peut coûter cher. La personne peut avoir un dilemme éthique, moral à l'idée de consommer du poisson, peut ne pas avoir les connaissances pour apprêter l'aliment. Donc c'est ça. Parfois, ça peut être une des raisons qui explique l'espèce de gap entre on a des recommandations scientifiques, on a des résultats d'études, mais l'application sur le terrain, il y a une espèce de gap entre les deux. Donc, bref, ça pour dire que c'est cool qu'il y ait plus de nutriments en recherche. C'est intéressant. Mais comme juste une petite question, mais le guide, mettons, alimentaire, ça a été développé par des nutritionnistes comme chercheurs? C'est des ensembles d'experts. Les nutritionnistes, par contre, ont été consultés. Il y a eu un lancement d'appel pour qu'on puisse répondre à certains questionnements. Il y a eu vraiment des sondages, questionnaires. Je ne sais pas si toi, tu avais été dans le processus pour le dernier guide. Je n'étais pas graduée encore. J'étais graduée. J'avais reçu, puis tu sais, je ne suis pas sûre que c'est tous les nutritionnistes qui avaient reçu ça, mais il y avait certaines personnes qui avaient été ciblées dans un ensemble de personnes au Canada pour répondre à des questionnements. Le guide alimentaire, est-ce qu'on devrait aller jusque-là? C'était vraiment des questionnaires de plusieurs pages. Là. C'était très long à remplir. Mais ça permettait vraiment d'aller voir les angles morts de notre pratique, de voir, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction ou pas? Faire des recommandations aussi, est-ce que ça fait du sens ou ça fait pas de sens? Fait que je pense qu'il y avait eu deux étapes de questionnaire, plus un troisième où est-ce que seulement une certaine
certaines personnes avaient été ciblées, puis là, c'était vraiment, voici la version finale, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben vraiment intéressant. Ouais. Pour vrai, c'est toutes des questions que je me pose pas nécessairement au quotidien, mais je me dis, là, j'ai les réponses. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais un guide, c'est un consensus d'experts, généralement. Fait qu'on va avoir des experts qui travaillent dans les milieux, puis on regarde l'ensemble de la littérature scientifique. Là, tu ne peux pas laisser une étude de côté. Puis par tout ce qui s'est dit, la robustesse des études, on ressort tout ce qui est intéressant, pertinent, puis on l'applique dans un guide qui essaie de couvrir l'ensemble de la population, mais c'est pas un one size fits all non plus. Ça doit être adapté. Fait que, c'est un outil global, mais généralement, ça prend quelqu'un pour l'interpréter pour la personne qui est en face du guide. OK. Ah, vraiment intéressant. Mais ça fait un beau parallèle pour un peu justement montrer comment se fait la recherche en nutrition. Puis pour vrai, on dirait, j'oublie justement, puis ton intervention était tellement pertinente là-dessus qu'effectivement, on pourrait prendre pour acquis que toutes les nutritionnistes sont derrière les études en nutrition alors que non. Alors que non, c'est vraiment très, très, très peu de nutritionnistes. Ouais. Et là, pour peut-être mettre un peu les bases, des fois, ça, je me surprends quand je pose la question à des gens, pour vous, le cholestérol, c'est quoi? Pour vous, le gras, c'est quoi? On se rend compte que ces concepts de base-là sont pas forcément bien compris. Puis Priscilla, je suis curieuse, toi, quand t'entends gras, cholestérol, à quoi ça te fait penser? Cholestérol, j'ai l'impression que c'est le taux de gras dans le sang, genre dans le corps. C'est ça que je pense. Mais sinon, c'est tout. C'est mes seules connaissances. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ça, pour des fois bien comprendre les notions, les mythes qui vont circuler, de revenir vraiment à la base de, OK, bon, mais de quoi on parle, je pense que c'est important à définir. Toi, Annie, comment tu expliques ça aux gens? C'est compliqué de c'est expliqué, c'est compliqué parce qu'il y a des mots qu'on dit interchangeables, mais ils ne sont pas. Il y a des particularités, il y a des nuances. Puis on mange des aliments et non des nutriments. Fait que dans un aliment, on va avoir des lipides, mais aussi des glucides puis des protéines. Fait que dans notre aliment, la partie lipides, c'est notre gras, mais tu sais, c'est pas tous les gras qui sont des lipides. Fait que d'expliquer ça, puis de descendre à l'étape moléculaire jusqu'à temps on est dans les acides gras qui forment les lipides, c'est pas facile. Là. Tu sais, ça prendrait un tableau puis faire des dessins. Parce que je pense que c'est difficile de le faire autrement parce qu'on s'en va dans des choses qu'on ne voit pas. Oui, tout à fait. C'est pas facile de l'expliquer. Mais tu sais, en gros, les gras, c'est une molécule, en fait, qui est hydrophobe, qui a peur de l'eau. On peut penser justement à de l'huile et de l'eau qui vont pas se mélanger. Les gras alimentaires, au niveau de l'alimentation, ça joue plusieurs fonctions. Ça va apporter de l'énergie, 9 calories par gramme par rapport à seulement 4 calories pour les glucides et les protéines. Donc, tu sais, Priscilla, pour ton fils, justement, qu'on a recommandé d'ajouter des gras, c'est que ça a une densité énergétique qui est vraiment importante. Donc, ça sert à nous nourrir. C'est aussi important pour la composition de nos membranes cellulaires dans le corps. C'est important pour le transport de certaines vitamines, certaines molécules. On peut penser à la vitamine A, D, E et K. La vitamine D, on est à l'automne en ce moment, dont on parle un peu plus. Ça sera un autre podcast. un autre podcast, mais ces vitamines-là, elles ont peur de l'eau dans le corps et le corps étant rempli d'eau, elles ont besoin d'un bateau, un transporteur pour se rendre à bon port. Donc, les gras vont jouer ce rôle-là. Donc, Annie, je ne sais pas si tu veux compléter la petite définition. C'est pour les hormones aussi, les signaux. C'est un messager. Je pense qu'on a pas mal fait un bon topo. En gros, le fameux cholestérol, par contre, qui est produit par le foie, ça, c'est différent. Là, c'est le cholestérol. Donc, ce n'est pas... Senti qu'on fait l'interchangeable du gras lipide, lui, c'est un stérol, c'est pas la même chose. Fait qu'on le met un petit peu à part. Mais c'est ça, dans l'ensemble, c'est toujours... Tu sais, nous, on en parle, c'est simple, on a un bac. Mais la chose, c'est qu'on ne les voit pas, ces lipides-là. Tu sais, c'est facile de dire, OK, il y a de l'huile. De l'huile, c'est un aliment. Il y a des lipides à l'intérieur, mais tu ne vois pas les lipides. Fait que c'est cette nuance-là, des fois, qu'il faut juste ramener pour bien comprendre c'est quoi les gras. De penser à l'aliment, de le ramener dans l'aliment, puis dans son utilisation. Oui. Puis dans l'alimentation, les gras, on va les retrouver notamment dans l'huile, le beurre, les noix, les graines, les poissons gras, les viandes, certains produits laitiers, la crème,
il y en a d'autres. Je pense que c'est pas mal les grandes. Exact. Ouais, les grandes catégories d'aliments. Puis actuellement, les recommandations, tu sais, des fois, on pose la question, mais là, quelle quantité de gras tu dois consommer? Puis en ce moment, les recommandations sont que 20 à 35 de la quantité totale d'énergie qu'il y a dans ton alimentation devrait provenir de gras. Donc, on en a besoin du gras pour toutes les fonctions, justement, qu'on a nommées précédemment, notamment, justement, pour le transport, l'absorption de certaines vitamines. Donc, les gras, c'est important. Puis, Priscilla, je suis curieuse, toi, qui est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est quand même dans le contenu en alimentation, est-ce que ça t'est arrivé de tomber sur des affirmations, des mythes concernant les gras? Tu sais, je pense il y a l'huile de noix de coco qui a déjà été très populaire et qui l'est encore. Oui, ça va revenir sûrement. Ouais, les huiles végétales. Donc, toi, que te montre ton algorithme par rapport Mon algorithme, heureusement, me montre pas ça. Quand je vois des trucs de même, je clique, ne m'intéresse pas. Mais j'ai vu une créatrice de contenu, justement, récemment, qui mettait de l'huile de noix de coco partout. Tu sais, elle disait vraiment partout dans son café. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, moi qui aime déjà pas le café, du café à l'huile de noix de coco, c'est genre l'horreur, là. Fait qu'elle en mettait partout, puis elle était comme, ça l'ajoute un bon petit goût dans tout. Moi, je suis comme, elle semble tout goûte pareil. En tout cas, moi, j'aimerais pas ça. Mais j'étais comme, jusqu'à quel point ça fait une différence. Ça disait que ça faisait qu'elle était moins ballonnée. C'était comme au niveau de la digestion. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Moi aussi. Ouais, moi aussi. OK. On en apprend tous les jours, mais... Puis il y a des choses qu'on ne pourra pas expliquer non plus. Ouais. Là, je peux essayer de chercher dans le métabolisme, en physiologie, mais c'est inexplicable. Mais je pense que dans la liste de mythes pour lesquels Annie et moi, on a fait la revue de littérature, je pense qu'on pourrait plonger dans l'huile de noix de coco. Puis ça ferait une belle introduction aussi pour introduire les différents types de gras. Ouais. Parce que c'est ça, on dirait, l'idée du tableau est tellement bonne. On dirait que je vois une espèce de grosse pyramide inversée pour tout expliquer justement les différentes... parce que on parle le gras, mais c'est une grande famille qui a beaucoup de petits frères, de petites sœurs, de cousins. Puis, Annie, veux-tu expliquer quels sont les différents types de gras dans l'alimentation, peut-être les 3 grandes familles? Oui, en fait, tu veux parler des gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Fait que ça, c'est les 3 types de gras qu'on va retrouver dans l'alimentation. Certains vont être plus riches en gras saturés, comme quand on parle du beurre, de l'huile de noix de coco. Ce sont des gras qui vont beaucoup plus riches en gras saturés. Il y a les gras monoinsaturés. Donc, tu sais, en fait, j'aime illustrer ça avec comme si c'était un collier de perles. Parce que là, je parle de ça, là, puis c'est vraiment très métaphysique quasiment. Là. Un collier de perles, là, quand le collier a toutes ses perles, c'est un gras saturé. Il n'en manque pas, tout est égal. On a un beau collier, on le met dans notre cou, puis il est magnifique. Okay? Si on a un gras qui est monoinsaturé, il lui manque une perle quelque part qui n'est pas là. Puis si on a un gras qui est polyinsaturé, il manque plusieurs perles. Fait que ça, c'est des types de gras. Tu sais, visuellement, ils ne sont pas pareils, mais ce sont tous des colliers de perles. Puis si on va un petit peu plus loin, on va parler des gras trans. Okay? Il y a des gras trans. Donc, c'est comme si le collier de perles était un petit peu croche. Mais c'est pas si pire que ça parce qu'on a vu que si c'était naturellement présent dans les aliments, comme on parle des produits laitiers, à ce moment-là, ces gras-là n'ont pas nécessairement le même effet que les gras trans industriels qui ont été bannis en 2018 de l'Alimentation au Canada. Donc, il y a eu je dirais le mot en français, j'ai pas le mot en français, mais un buffer. Là, dans le fond, on les interdit en 2018. Donc, l'industrie alimentaire avait jusqu'en 2023, je crois, pour pouvoir les éliminer complètement parce que ça implique que tu changes ta recette là, si tu enlèves les gras trans industriels. Donc, dans le fond, ça a été banni? Parce que ceux-là, on a vu vraiment qu'il y avait un lien entre les gras trans industriels puis l'augmentation du cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol. Ça détériorait le bilan lipidique. Donc, on parle du cholestérol dans le sang. Fait qu'on a vu qu'il y avait vraiment un effet cause à effet assez important. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été bannis. Puis ces politiques là qui ont été mis en place aident beaucoup à faire diminuer les maladies cardiovasculaires dans les pays. Donc, entre autres au Danemark, quand ils ont fait cette initiative-là, on a vu qu'il y avait des économies en santé, puis on a vu aussi qu'il y avait des économies, pas nécessairement des économies, les gens se portaient mieux au point de vue cardiovasculaire. Mais ça, c'est comme si on mettait une fausse perle dans le collier de perles. Puis des fois, elle craque. Ça va mal. C'est pour ça qu'on ne veut pas un beau collier de perles avec des vraies perles puis qu'on met pas une belle perle, là.
Un collier cheap. Un collier cheap. Exact. On n'en veut pas. Proche, puis cheap. Ouais. Non. Puis pour revenir à l'huile de noix de coco, justement, elle est composée à plus de 90% de collier de perles complet. Donc, avec des gras saturés, et la consommation de gras saturés a justement a été beaucoup liée à l'augmentation du mauvais cholestérol qui, lui, est étroitement lié au risque de maladies cardiovasculaires. Et pourquoi l'huile de noix de coco, c'est comme retrouver malgré tout avec un halo? En fait, ce serait parce qu'elle contient certains colliers de perles, des acides gras saturés qui sont différents. Donc, dans la famille des gras saturés, il y a différents types de gras saturés et ceux-ci, pour différentes raisons, pourraient peut-être avoir des effets qui ont moins d'effets néfastes sur la santé, qui seraient plutôt bénéfiques. Puis bon, ça a été déconstruit, puis on pourrait y arriver, mais quand j'ai fait de la recherche sur le sujet, je suis remontée un peu plus loin et j'ai trouvé, c'était des données de 1980, en fait. Donc, l'huile de noix de coco, tu sais, ça fait, on dirait que ça fait très 2015, 2020, 2025, mais en fait, ça proviendrait entre autres aussi d'observations qui ont été faites dans des populations des îles de Puka Puka et Tokelau. On est en Polynésie française. On est en Polynésie française, oui. C'est très... c'est très... voyons, mon Dieu, je cherche le terme. Exotique, exactement. Puis, il a été observé, en fait, que même si ces peuples-là consomment beaucoup, beaucoup de noix de coco, ils auraient un risque de maladie cardiovasculaire qui est moindre. Et là, ça, c'est un bel exemple en alimentation. Il ne faut jamais s'arrêter à une seule observation et que corrélation ne veut pas dire causalité. Parce que quand on creuse un peu plus l'alimentation de ces peuples aux îles Puka Puka et Tokelau, je m'excuse, j'ai trop de fun à prononcer le nom de ces îles-là, le faible risque de maladie cardiovasculaire serait plus attribuable, en fait, au fait qu'ils ont une alimentation qui est très, très riche en fibres, en végétaux et plus faible en sucre. Donc, ça rappelle un peu, en fait, que c'est jamais un seul nutriment qui est responsable des maladies. Il faut vraiment prendre le portrait global de l'alimentation. Donc, en tout cas, je trouvais ça intéressant de voir. C'est intéressant, puis je vais faire une tranche de vie en même temps avec ça parce que un de mes premiers postdocs, ça a été l'étude des transitions alimentaires, justement, en Polynésie. Et puis, je suis allée là-bas. Un postdoctorat, c'est les études qui sont faites après le doctorat. Exactement. Ouais. C'est pour ceux qui aiment ça étudier. Mon premier postdoctorat, c'était justement sur les populations en transition alimentaire, dont la Polynésie. Je me suis rendue en Polynésie, j'ai présenté là-bas, puis ça a été bien le fun. Mais outre ça, on tasse la tranche de vie. L'alimentation en Polynésie française dans les années 80, c'était une alimentation qui était très traditionnelle. On n'avait pas d'industrialisation. Les aliments n'étaient pas apportés par avion de certains endroits jusqu'à là-bas. Donc, on se nourrissait de poissons, de la pêche. On mangeait ce qu'il y avait là-bas. On cuisinait avec les ingrédients locaux. Puis, il y a eu une transition qui a été extrêmement rapide dans les années, peut-être un peu plus des années 90, si je ne me trompe pas. Puis là, on a vu une augmentation fulgurante du diabète de type 2. On a vu une augmentation fulgurante des maladies coronariennes aussi à ces endroits-là. Fait que juste d'amener de l'industrialisation alimentaire, de changer la façon de manger, ça s'est fait en 5 ans. Skyrocket. Puis ils ont un style de vie aussi différent, dans le sens qu'il faut prendre aussi en compte comme l'environnement. Là, justement, l'environnement alimentaire. C'est ça, s'ils mangent dans un contexte de pêche, puis là, ils ont le temps d'aller pêcher, c'est peut-être parce qu'ils ont un rythme de vie plus doux, plus lent. Tout à fait. Puis quand on prend cette étude-là des années 80, bien, il n'y a pas de contexte autour. Non. On n'explique pas ça. Non. Fait que c'est certain, c'est de comparer une population qui était quasiment parfaite. Tu sais, c'est un peu ça, là. Fait qu'il n'y avait aucun contexte. Puis malheureusement, si on prend ces données-là puis on les applique aux gens nord-américains qui ne mangent pas du tout de la même façon, c'est un peu mentir, là. C'est quasiment, là. Ben, c'est drôle. Ils ont juste dit, ils mangent beaucoup de noix de coco. Parfait. C'est la seule chose qu'on observe. Puis ils ne mangent pas tant que ça de la noix de coco. Il y en a, oui, là, je suis d'accord. Le lait de coco, c'est utilisé, oui, mais l'alimentation est basée sur la pêche là-bas. Là. Oui. À l'époque, c'était ça. Ça l'est encore un peu aussi, là, mais c'était la pêche. Manger du poisson. Manger des oméga-3. Exact. Bref, c'est intéressant justement de reprendre le contexte autour de ça. Mais pour l'huile de noix de coco, il y a des sujets des fois où quand tu vas creuser la littérature scientifique,
qu'il peut avoir des nuances, des zones grises, mais de ce que j'ai vu, et tu me corrigeras aussi, Annie, de ce que tu as vu de façon très systématique, la consommation élevée d'huile de noix de coco mène à une augmentation du mauvais cholestérol en circulation. On peut le voir là, exactement. On a des données pour le voir, parce qu'avant ça, c'était pas traditionnel de prendre ici de l'huile de noix de coco, ça vient d'ailleurs, c'est importé, il faut avoir l'accès, il faut qu'il y ait aussi un coût lié à ça. Là, on s'entend que c'est pas une huile qui est toujours donnée, là, elle est quand même dispendieuse. Fait que, ça a été l'introduction de ça, a permis de voir ce que ça faisait sur la santé. Là, on le sait que sur la santé, on doit s'attendre à, c'est pas nécessairement le gras à utiliser partout, tout le temps. On peut varier. Je pense que c'est là la clé. Une fois de temps en temps, c'est très correct. On se cachera pas non plus dans une alimentation végétalienne. C'est un peu le gras qui va remplacer le beurre, qui va pouvoir faire la versatilité du beurre quand on a une recette qui nécessite d'en avoir. Fait que, des fois, c'est comme difficile d'être interchangeable. On en a besoin parce qu'on fait une recette en conséquence. Fait que c'est un peu aussi la popularité aussi de manger végétalien, qui n'était pas là il y a 20 ans, qui a amené aussi ce gras-là, qui l'a mis sur la sellette. Oui, puis il est intéressant aussi pour qu'il fige. Tu sais, le fait qu'il fige, souvent dans les recettes végétaliennes, je pense que c'est pour ça. Tu sais, dans les fromages, les fromages, souvent, il est utilisé pour ça, parce qu'il fige. Mais, parce que c'est dur, il n'y a pas d'alternative dans ça. Là. Non, c'est ça. Puis ça, ce que tu mentionnes, ça me fait penser à un autre point intéressant pour, des fois, aider les gens à se rappeler quelles sont les sources de gras saturés versus insaturés. Les gras saturés, de par leur formule moléculaire, le collier de perles peut, lorsqu'il est à température pièce, va figer. Alors qu'un collier de perles qui lui en manque, mais il va comme rouler tout partout, puis il restera pas stable. Donc, l'huile de noix de coco, puisqu'elle est très riche en gras saturés, justement, c'est ce qui fait qu'elle va être solide à température pièce et justement qu'elle va avoir son utilité en cuisine de cette façon-là. Donc, l'idée, comme n'importe quoi, c'est pas de venir la démoniser. Il faut juste la descendre du piédestal sur lequel elle a été mise, que si on mange pas de l'huile de noix de coco au quotidien, on n'est pas en train de scraper sa santé. Il n'y a pas un besoin d'en ajouter dans son café le matin ou dans quoi que ce soit. Mais comme n'importe quelle autre huile en cuisine, elle peut tout à fait avoir sa place dans des desserts. Ça a un goût, la noix de coco, qui est super agréable. Puis justement, au niveau de la texture des aliments, ça peut avoir son rôle, mais ce n'est pas une panacée. Exactement. Voilà. Et là, on a parlé aussi quand je parlais de l'étude qui a été faite dans les années 80, Annie, t'as ressorti qu'on s'était parlé des données tellement intéressantes sur l'histoire de la guerre au gras. Je lisais ça dans le dossier de recherche, puis on dirait que j'avais un roman entre les mains. J'étais comme, oh mon Dieu. La nutrition est un roman. Je t'annonce, quand tu t'en vas chercher des vieilles affaires, on va le dire, des vieilles études, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Veux-tu nous sortir justement quelques faits que tu as retrouvés sur le sujet qui après vont faire un beau parallèle sur les autres sujets qu'on va aborder, mais l'histoire de la guerre au gras, c'est pas juste... C'est la première guerre qu'on a fait un aliment, d'une certaine façon, parce que, tu sais, la guerre aux œufs, on a fait la guerre aux œufs, à un moment donné, mais c'est un peu lié à la guerre au gras aussi. Fait qu'on faut se ramener, mais vraiment loin dans le temps. Là, on retourne en arrière, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on venait de sortir de pénurie alimentaire où il y avait des aliments qui étaient rationnés. Donc, on rationnait le beurre, on rationnait le gras, le sucre, le sel, c'est la farine, je crois aussi, si je ne me trompe pas, là, mais il y a des historiens qui sont meilleurs que moi, ils viendront me corriger en dessous. Là. Mais on rationnait les aliments. Puis là, on s'en va dans l'industrialisation qui arrive tranquillement pas vite. On est dans le post-guerre. On investit, il faut reconstruire. Fait que là, les gens sont mieux nantis, ont plus d'argent. Donc, on peut avoir une alimentation qui est plus variée parce que maintenant, il n'y a plus de rationnement. Puis au travers de ça, toute l'expertise que les entreprises alimentaires avaient développée pour faire de la nourriture pour envoyer à la guerre, les conserves et tout ça, bien, on l'applique maintenant à la maison. On peut offrir cette facilité-là d'avoir des conserves de tomates de soupe déjà toutes prêtes, faciliter la job de la femme au foyer de l'époque. Là. On se ramène dans le temps, là, OK? On est pas pareil, mais on se ramène dans le temps. Fait que à ce moment-là, on a vu que ce tournant-là dans l'alimentation, qui était extrêmement rapide, a fait en sorte que les maladies cardiovasculaires ont augmenté, mais énormément. Fait que là, les cardiologues, les médecins se sont dit, bien là, il faut trouver qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire en sorte de freiner ça. Donc, Ann Selkis, on en a parlé tantôt, qui est un peu un papa de la nutrition, des fois bon, des fois moins bon. Lui, il s'est dit, bien, il y a une hypothèse, c'est simple. Il y a du cholestérol quand les artères sont bouchées.
du cholestérol-là. Donc, le cholestérol alimentaire doit causer le cholestérol dans les artères. Le problème, c'est le gras. On va couper les gras saturés, on va couper le cholestérol, puis le tour est joué. Les maladies cardiovasculaires vont baisser. Fait que là, on a fait la guerre au gras. Mais ça aurait pu rester comme ça, en alimentation. Quand ça reste en petit profil, tout est bien. Mais quand c'est comme popularisé, c'est là que ça part. Puis là, c'est popularisé à grande échelle aux États-Unis. Le président des États-Unis de l'époque fait une crise cardiaque. Son cardiologue est un adepte de tout ce que Ancel Keys peut faire, peut écrire, toutes ses théories, ses hypothèses sur le gras. Donc, fait une diète au président, puis coupe les gras saturés, une diète qui est très contrôlée, c'est rigide, fait prendre son bilan lipidique à toutes les semaines. Donc, là, ses écrits, tout ce que le Ancel Keys, ses hypothèses, là, il y a eu de l'argent pour pouvoir continuer à faire ses études. Fait que la guerre au gras est partie comme ça. C'est fou, quand on monte dans l'histoire, que ça repart justement de la crise, une crise cardiaque d'un président avec son médecin qui était un grand fan des travaux d'Ancel Keys. Non, c'est fou. Quand je lisais les choses d'histoire, je me disais, ça se peut pas, là, ça peut pas être simple quand même, ça se peut pas. Fait que là, je vais aller voir dans les revues scientifiques, on va avoir une bonne idée si c'est vrai. Puis Moses, c'est vrai. Ouais. L'histoire du président. Ouais. J'en revenais pas. J'étais contente d'avoir trouvé ça. C'est tellement intéressant. Puis ça me... Tu sais, tu as touché justement le sujet justement du cholestérol alimentaire. Parce que, tu sais, tantôt, on mentionnait que la consommation de certains types de gras vont augmenter le taux de cholestérol LDL, donc ce qu'on appelle dans le langage commun le mauvais cholestérol. Et c'est encore quelque chose pour lequel on se fait... Tu sais, les recommandations ont changé il y a quand même pas si longtemps que ça. Donc, puis toi, Priscilla, aussi, je serais curieuse de t'entendre sur quand tu es devenue végétalienne ou même dans la sphère végétalienne, parce qu'une des choses qui est beaucoup mise de l'avant avec le régime végétalien, c'est le fait qu'il va être exempt ou très, très faible en cholestérol alimentaire. Est-ce que toi, c'était déjà des pensées que tu as eues de « OK, youpi, j'ai pas de cholestérol dans mon alimentation » ou, tu sais, pas... j'ai lu le livre il y a longtemps, je sais pas, vous l'avez sûrement lu, là, mais « How Not to Die », Comment ne pas mourir en français. Oui, de Dr. Michael Greger. Ouais. Il est vraiment intéressant, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, d'un point de vue justement scientifique, ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit. Mais en tout cas, il est très vendeur de justement en lien avec le végétalisme. Puis là, lui, en plus, il y a comme une genre de clinique là, à quelque part dans le monde où est-ce que les gens ils vont là-bas. Puis là, avec l'alimentation, il raconte des trucs comme qui a l'air quasiment du miracle. Tu sais, comme quelqu'un qui marchait plus, puis tout d'un coup, ça m'a marché. Ouais. Ça ressemble à un modèle d'affaires. Ben non, mais en fait, c'est que le livre How Not to Die, je l'ai à la maison, je l'avais déjà lu, puis c'est drôle, je l'ai refeuilleté il y a peut-être 1 an quand je faisais du ménage dans mes affaires. Puis, tu sais, c'est un peu le cas où, mettons, il y a à peu près 80% des propos qui vont être avancés qui sont quand même très légitimes. Le fait de manger beaucoup de végétaux, de fibres et tout ça, c'est important. Mais cet auteur-là est très fort sur le picorage. Donc, ce qu'on dit en anglais, le cherry picking, qui va volontairement exclure des études, des données qui n'appuie pas son point de vue et qui va parfois venir exagérer les bénéfices associés à d'autres choses. Donc, c'est pas quand j'ai des clients végétariens qui me demandent des références, des livres, ce n'est pas un ouvrage vers lesquels je vais les je vais les enligner. Ouais. Parce que moi, c'est ça qui m'est venu en tête quand tu me dis c'est quoi? Ben moi, c'était ce livre-là, justement, que j'étais comme crime, je fais la bonne chose. T'sais, selon lui, c'est tellement miraculeux. Je suis comme, tant mieux. Mais tu sais, moi, c'était pas pour ça nécessairement que j'étais devenue végétalienne. Fait que j'étais comme, tant mieux s'il y a ça. Mais c'est ça. Ouais. Puis justement, parlons-en peut-être le cas des œufs. Est-ce que, là, toi, Priscilla, tu n'en consommes pas, mais est-ce que des gens autour de toi, ça peut être des choses que tu entends de comme, là, si je mange un œuf à tous les jours, est-ce que c'est OK? Ou moi, je le sais que, par exemple, mes parents, mes grands-parents, ça a souvent été des inquiétudes qui ont verbalisé. Ben moi, quand j'étais enfant, je suis devenue végétarienne. Fait que, tu sais, j'étais comme la seule de ma famille. Fait que ma mère était comme, on va y aller all-in avec les œufs parce que, tu sais, tout le reste de la famille mangeait de la viande. Fait qu'elle était comme, c'est comme un truc facile. Puis là, justement, il y avait une médecin qui était comme, non, c'est vraiment pas bon. Vous avez un historique de cholestérol dans la famille. Ça va augmenter son taux de cholestérol. Fait qu'en tout cas, tout le monde est viré un peu coucou en lien avec ça. Puis là, finalement, mon alimentation, c'était plein d'affaires qui
je trouvais pas si bonne que ça, là, comme tout non. une petite poignée de noix. Mais moi, j'haïs les noix maintenant. Manger un sac de randonnée, là, du randonneur, là, c'est la tristesse. Là. Je suis comme, donne-moi pas ça. Parce que justement, c'était tout le temps ça, comme, tiens, ta petite poignée de noix, tiens, ça. Tu sais, mon alimentation, c'était comme plus calculé un peu selon ma santé. Tu sais, ce que eux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de végétariens. Fait que je pense que tout le monde capotait un peu. Fait que c'est ça. Moi, ça a été ça. Moins d'œufs, des petites noix de temps en temps. fait que maintenant, je suis pas... Justement, je suis comme plus alimentation intuitive parce qu'avec tout ça, j'ai pas trop aimé ça. OK. Non, ça a été une confusion presque éternelle. Je pense que... Ça l'est encore. Ça l'est encore. Je pense que c'est normal que ce soit mêlant parce que là, ça a changé avec le temps. Puis on a eu des recommandations. Ils sont partis, ces recommandations-là. Ils ont tombé. On a compris certains mécanismes aussi. Il faut comprendre qu'encore là, on se retourne dans le temps. Les gens qui ont émis des recommandations, des lignes directrices sur le cholestérol, étaient de bonne foi. À l'époque, c'était logique de croire que si on mangeait du cholestérol, donc on avait du cholestérol dans les aliments, que ça allait faire grimper notre cholestérol dans le sang. Ça avait l'air tellement simple, puis ça avait tellement l'air d'un lien de cause à effet, c'était facile d'y croire. On l'a compris plus tard que c'était pas le cas. On a compris que c'était pas du tout le même mécanisme. Mais ça prend du temps pour faire des études puis pour comprendre ça. Fait que les gens qui ont émis ces recommandations-là, ils ont fait de leur mieux, essayer de sauver des vies. Puis quand ils ont voulu faire des recommandations, encore là, il n'y avait pas beaucoup d'études. Fait que quand on fait des recommandations, dans ce temps-là, on fait des consensus d'experts. Fait que le fameux 300 mg de cholestérol par jour, ce n'était qu'un consensus d'experts, des gens qui se sont réunis ensemble puis ont fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va être 300 mg. Je ne sais pas sur quelle base ils l'ont fait. Ça, malheureusement, on n'était pas autour de la table. Puis, parenthèse, pour faire juste un peu de contexte, pourquoi les œufs sont autant mis sur la sellette, cette limite-là de 300 mg par jour, si on regarde un œuf, ça contient à peu près quoi? 250 mg 250 mg. Donc, tu sais... Un œuf. Oui, exactement. Fait que là, un œuf par jour, on ne peut pas en prendre plus que ça. Mais là, si on en prend un par jour, là, on dépasse les 300. C'est risque de dépasser les 300 mg. Fait qu'on va en mettre 2 à 3 par semaine. Ah ouais, 2 à 3 par semaine. Fait que la recommandation a été longtemps. Autrefois, c'est ça. Là, on n'est plus là. On n'est plus là. On prend pas cette recommandation, on fait l'histoire. Là, on est dans l'histoire. Fait que là, à l'époque, c'était 300 mg de cholestérol par... C'était-tu par semaine ou par jour? C'était par jour. C'était par jour. C'était par jour, le 300 mg. Puis 2 à 3 œufs par semaine. Ça a été longtemps comme ça. Oui. Okay. Puis, il faut aussi savoir que, en nutrition, justement, de faire des études cliniques contrôlées, randomisées à double insu, c'est très difficile parce que de donner des aliments à des gens pendant une longue période de temps, puis d'avoir un autre groupe qui, lui, après, mange quelque chose de différent, c'est des études qui coûteraient extrêmement cher. On a la notion d'aveugle, donc, pour éviter l'effet de, je sais ce que je mange et peut-être que ça peut induire l'effet placebo de sentir que j'ai des bénéfices. C'est très, très difficile à faire en nutrition. Donc, on va beaucoup se tourner davantage sur de l'épidémiologie nutritionnelle. Et ça, en gros, c'est j'ai une population, je fais pas d'intervention, mais j'ai, par exemple, 10 000 personnes que je vais suivre pendant 20 ans et pendant ces 20 années-là, 2-3 fois par année, ils vont remplir des questionnaires de fréquence alimentaire indiquant ce qu'ils vont manger. Et là, je peux voir, OK, dans ce groupe-là, ceux qui ont mangé plus de fruits et légumes au bout des 20 années, eux ont moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires. Et on peut avoir observé, ça a été le cas justement de ceux qui consomment plus d'œufs ont un risque de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies plus élevées. Par contre, on peut pas, c'est une association, une corrélation qui est observée, puis on peut pas forcément venir induire un lien de cause à effet. Puis en alimentation, c'est toujours important d'aller regarder quels sont les autres facteurs qui peuvent expliquer ça parce que est-ce que les gens qui consomment plus d'œufs, qui ont un plus haut risque de maladies cardiovasculaires, est-ce que c'est vraiment l'œuf dans leur assiette qui est problématique ou c'est le fait que ça vient avec 5 grosses tranches de bacon badigeonnées dans le beurre, une toast au pain blanc puis un grand verre de jus d'orange?
Et si, disons, on vient regarder, bon, mais OK, une autre personne qui consomme des œufs, mais que ça vient en accompagnement avec du granola, un petit gruau, des fruits, est-ce qu'on observe la même chose? Et quand on vient corriger pour ce type de facteurs confondants-là, l'association de la consommation d'eau au risque de maladies cardiovasculaires est beaucoup moins claire. Ou carrément Ou carrément inexistante, justement. Bien, c'est vrai parce que les œufs, c'est le déjeuner que tu as dit. Bien, souvent, c'est ça le classique. Là. Les gens qui mangent des œufs le matin, c'est comme avec plein d'autres affaires, une grosse assiette. C'est comme dans les restaurants, là, le déjeuner du travailleur ou du constructeur, je sais pas. Fait que s'ils font tout le temps des déjeuners comme ça, ben ça fait du sens. Oui. Puis il faut pas oublier aussi, puis ça, Annie, tu l'as nommé au début, qu'on mange des aliments, pas des nutriments, parce que oui, il y a du cholestérol alimentaire dans les œufs, mais c'est une bonne source de protéines. C'est économique, c'est pratique. C'est un aliment que presque tout le monde connaît bien puis est capable d'apprêter. Fait que, ça, il ne faut jamais le sous-estimer quand on fait une entrevue en nutrition avec quelqu'un, avec un client, un patient. On a besoin de ces outils-là, ces aliments-là, parce que peut-être une personne ne veut pas en manger. Parfait, c'est correct, c'est un choix personnel. Mais pour une autre personne, ça peut très bien s'appliquer puis ça peut être même une porte de sortie dans certaines conditions, là. Conditions économiques, conditions peu importe. Là. Donc, fait que, heureusement, aujourd'hui, on le sait, les œufs, c'est aucun problème. Oui. Les plus grandes études épidémiologiques qui sont les plus récentes l'ont même souligné d'ailleurs que les œufs, on ne pouvait pas regarder que les œufs, il fallait regarder l'alimentation en général. On peut manger le nombre d'œufs dans notre alimentation qu'on veut, mais si on a une alimentation qui est riche en gras saturés, mettons, on va dire du gras, du bacon, et tous ces aliments-là, ben on a plus de chances d'avoir un cholestérol qui va être plus élevé, tout simplement. Et toi, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui demandent, bon, bien là, finalement, après toute cette cacophonie, combien d'œufs je peux manger par jour et par semaine? Ben, je vais leur demander combien ils en mangent d'habitude. Oui. Je renvoie la question. C'est toujours la meilleure façon. Puis souvent, c'est très correct. Là. Ouais. Moi, mon seul questionnement que j'ai aujourd'hui, c'est que les protéines sont à la mode. Et les œufs sont une source de protéines économique et facile à consommer. Puis on a aussi, c'est devenu un aliment facile. Maintenant, au Costco, tu peux acheter ton pot d'œuf dans le vinaigre, il est tout prêt. C'est déjà écalé. Là, c'est comme, c'est pratique. Là, tu peux prendre une coupe d'œuf, t'en aller et tout ça. Fait que est-ce qu'on s'en va vers une augmentation de la consommation d'œufs? Sûrement. On verra. Des statistiques nous le diront dans le temps. Est-ce que ça aura un effet sur la santé? Ben, ça va dépendre probablement de ce qu'il y a autour. Mais à un moment donné, trop manger d'œufs, c'est aussi une perte de variété alimentaire. Fait que c'est un peu cet équilibre-là qu'il faut regarder. Puis, tu sais, je pense dans ma pratique clinique, des gens qui vont me dire justement, je vais tout le temps manger 2 œufs le matin avec des toasts grains entiers, parfois des légumes sautés, parfois des fruits. Puis, le reste de l'alimentation est super varié dans la journée. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est vraiment parfait. Et, pour un peu conclure sur en ce qui a trait au cholestérol alimentaire, une des choses aussi au niveau mécanistique qui a été compris dans le corps après un certain temps, Annie disait au début que le cholestérol va être entre autres synthétisé par le corps. Donc, notre corps va en produire parce qu'on en a besoin pour la synthèse d'hormones, pour la bile qui est essentielle pour digérer les gras, entre autres. Et il y a ce phénomène un peu d'adaptation qui se produit aussi. Il y a une journée où on consomme plus de cholestérol alimentaire, bien, notre corps va réduire sa production endogène. Donc, ça va un peu venir s'équilibrer de cette façon-là. Alors, le corps est intelligent. Le corps est tellement intelligent. Donc, bref, le cholestérol alimentaire n'est pas le méchant auquel on devrait... je pense qu'on peut même fermer la porte là-dessus. On peut manger des œufs, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut regarder l'ensemble de notre alimentation, arrêter de regarder le nutriment ou l'aliment, puis de regarder l'ensemble de ce qu'on mange. Quand tu disais que le corps produit justement le cholestérol, tout ça, mais les gens qui se font dire que là, leur cholestérol est pas bon, c'est parce qu'ils en produisent trop ou parce qu'ils en produisent, mais eux, ils en mangent beaucoup, fait que là, le taux, il est trop élevé? Ta question est tellement pertinente. En fait, quand on dit justement qu'une personne a un mauvais cholestérol qui est élevé, le cholestérol n'est jamais seul dans le corps. Donc, il va être transporté par différentes molécules qu'on appelle les lipoprotéines. Donc, quand on dit, on nommait tantôt le LDL, c'est Low Density Lipoprotein. Et les lipoprotéines, j'aime les décrire un peu comme les bateaux. Donc, c'est le service de transport pour le cholestérol dans le corps.
On entend parfois le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, c'est celui qui est le HDL, donc le High Density Lipoprotein. Et une de leurs grandes distinctions, en fait, c'est la direction dans laquelle ils vont aller. Donc, on dit le bon cholestérol parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il vient, c'est comme un gros cargo, un bateau qui vient ramasser les déchets, le cholestérol excédent dans le corps et qui va le ramener au foie pour qu'il puisse être utilisé pour autre chose. Donc, lui, on l'aime l'avoir en plus grande quantité parce qu'il vient un peu faire le ménage. Et quand on dit que quelqu'un a un mauvais cholestérol qui est élevé, c'est le LDL. Et lui, en fait, il fait un peu le contraire. Donc, il va partir du foie et il va venir déposer du cholestérol un peu partout dans le corps. Donc, lui, il vient un petit peu foutre le bordel il se laisse traîner dans nos artères. Il se laisse traîner, justement. Donc, parce que le cholestérol, on en a besoin. Par contre, si on a trop de ce transporteur-là qui vient en déposer tout partout, et souvent, c'est comme pas du... C'est du cholestérol qui va avoir eu des petites modifications et qui peut justement davantage venir causer d'inflammation et, entre autres, contribuer à la formation de la plaque qui est responsable de l'athérosclérose. C'est pas seulement nutrition dépendante, c'est aussi lié à la génétique. Énormément. C'est ça, c'était ça aussi ma question. Il y a beaucoup de génétique aussi là-dedans. Il y a une personne qui peut super bien s'alimenter, mais quand même se faire dire comme hey, au niveau de ton cholestérol. OK. Oui, exactement. Puis c'est un bon point aussi parce que des fois, des gens, puis on parlait justement de charge mentale, qui vont énormément culpabiliser du fait justement, ben j'ai un cholestérol élevé, mes enfants ont un cholestérol qui est élevé. Je fais attention à tout ce que je mange. Puis, tu sais, il y a ce cadre rigide-là pour faire baisser le cholestérol, puis beaucoup de culpabilité parce qu'on n'y arrive pas. Mais dans les faits, il y a pas toujours le contrôle qu'on peut avoir là-dessus. Fait que c'est important de le nuancer puis de le dire. Il y a une bonne part de génétique puis on peut souvent rien y faire, là. Ben, ça, c'est intéressant parce qu'on a des fois un stéréotype un peu en tête que si tu te fais dire comme « Hey, fais attention », c'est parce que, justement, au niveau de ton alimentation puis tout ça, peut-être tu bouges moins. On dirait qu'on entend ça, mais dans le fond, c'est pas le cas, là. Fait. Malheureusement, non. Oui, les saines habitudes de vie vont toujours y contribuer, mais il y a parfois des cas où, justement, l'alimentation, les saines habitudes de vie seules ne vont pas être suffisantes pour venir réduire le taux de mauvais cholestérol. Puis, un mécanisme aussi qui est intéressant parce que je parlais avec ma maman avant l'épisode, puis là, je disais, on s'en va parler des gras et tout. Puis elle me dit, là, Mimi, genre, donnez-nous des trucs pratico-pratiques pour quelqu'un, justement, qui aimerait réduire son mauvais cholestérol en circulation. Puis, quelque chose qu'on aborde souvent en consultation, ça va être la consommation de fibres solubles. Donc, c'est un type de fibre, en fait, donc un type de glucide qui est fermentés dans l'intestin. Et les fibres solubles, en fait, c'est qu'ils vont, justement, comme le nom le dit, se solubiliser au contact de l'eau. Ça vient former une espèce de petit gel. Et ce qui est intéressant, ça a des bénéfices pour la santé digestive, la régulation de l'appétit et tout ça, mais aussi au niveau du cholestérol. Cette espèce de gel-là qui est formé avec les fibres solubles va venir se lier à la bile, justement, qui va être sécrétée pour venir émulsifier les gras. Et la bile, c'est très, très riche en cholestérol. Et les fibres qui vont venir se lier justement à la bile vont être excrétées dans nos selles. Et donc, notre corps qui est « Oh, là, j'ai plus de bile, j'en ai besoin pour la digestion des gras », va venir plus utiliser son cholestérol endogène, en fait, pour revenir sécréter ça. Donc, dans les recommandations pour une bonne santé cardiovasculaire, le fait d'augmenter la quantité de fibres qu'on consomme dans l'avoine, les légumineuses, les fruits, les légumes, c'est bénéfique pour ça, mais aussi pour plein d'autres choses. Exact. Ah, c'est intéressant. Je savais pas du tout. Moi, je suis comme dans un cours. J'apprends. J'adore. Super. Donc, elle a l'huile de noix de coco, pas une panacée. Les œufs, on s'inquiète pas. On s'inquiète plus. On ferme la porte là-dessus. On ferme la porte là-dessus. C'est terminé. On mange des œufs. Si on en a envie, la saga est terminée. Exactement. On tourne la page là-dessus. L'autre chose aussi que je voulais discuter avec vous, c'est la peur autour des huiles végétales en ce moment, les seed oils qu'on entend beaucoup plus du côté américain. Donc, tout ce qui est huile de canola, l'huile d'olive, généralement, elle a une meilleure publicité. C'est ça, il faut vraiment que ça vienne des graines. Oui, des graines. Donc, ça va exclure l'huile d'olive puis l'huile d'avocat.
Donc là, on est vraiment dans les huiles de graines pressées. L'huile de tournesol. Il y en a 8, là, les hateful hate, là, je crois. Ah ouais, mon Dieu, moi, je les Puis dans la liste des 8, il en manque. Fait que je la comprends pas, mais c'est pas grave. Là. Je pense que ce chapitre-là a beaucoup d'incompréhension. Oui, énormément. Ouais. Parce que je m'y étais pas tant intéressée à cette guerre-là aux seed oils avant qu'on se parle. Puis, j'étais allée voir ça. Puis, honnêtement, c'est la première fois que je faisais une revue de littérature. Je regardais ça, je lisais ça, puis j'étais comme, mais est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? J'ai-tu comme oublié de quoi? Y a-t-il des nouvelles études qui sont sorties puis que j'ai pas vues? Je suis pas à jour dans mes... Là, j'avais une certaine crainte, là. Fait que là, je suis retournée voir la littérature. Là, je l'ai épluché, puis j'ai rien trouvé. J'ai fait... Mais c'est n'importe quoi. Là. J'ai eu une certaine frustration à la fin de ma journée d'avoir presque passé une journée à faire une revue de littérature là-dessus pour rien. Fait que j'ai dit, mais mon Dieu, quelle perte de temps, cette polémique-là, pour les chercheurs qu'on n'écoute plus, pour les médecins qui doivent revenir à réexpliquer certaines choses, pour tous les professionnels de la santé qui essaient de mettre de l'ordre dans tout ce qu'on entend dire. Parce que je comprends pas. Les gens sont frustrés par quoi? Mais tu vois, moi, on m'a approché l'année passée. C'est un journaliste, justement, qui m'avait dit, hey, là, on veut parler de la peur, justement, autour des huiles végétales, donc des seed oils, des huiles qui sont obtenues par l'extraction, justement, des graines de plantes. Puis, il m'avait même montré qu'il existait une application, en fait, qui allait recenser les restaurants qui utilisent des huiles végétales. Non. Mais tu sais qu'on parlait de charge mentale, de tu vas aller au restaurant puis de créer de la crainte là-dessus. Donc, moi aussi, justement, j'ai été regarder, qu'est-ce qu'il y a sur TikTok puis Instagram qui fait en sorte, justement, que les gens, on commence à avoir peur de ça. Et ce qui est beaucoup mis de l'avant, en fait, je dirais qu'il y a peut-être 2 arguments principaux. Le premier étant que la composition en acides gras des huiles végétales serait pro-inflammatoire. Puis là, on a l'hypothèse là, des oméga-6, oméga-3, on y reviendra tantôt. Oui, exactement. Donc, il y a ça. Et ensuite, que le processus d'extraction des graines, en fait, laisserait des composés qui seraient mauvais pour la santé. Puis, tu sais, Annie, on parlait tantôt de l'aspect d'accessibilité. Là, je me retrouve des fois avec des clients qui sont en mode « Hey, j'ai de l'huile de canola, je pensais que c'était super correct pour cuisiner, ça coûte pas cher et là, j'ai peur de m'en servir. Explique-moi. » Donc, C'est ça vient démoniser des aliments qui sont pratiques, qui sont accessibles, dont on a besoin pour cuisiner. Veux pas. On a besoin de gras pour cuisiner, pour faire nos recettes. Puis ça, c'est problématique. Parce que ça tourne vers des huiles qui sont plus chères aussi. Puis qui n'ont pas toujours un impact environnemental qui est intéressant. Si on parle de l'huile d'avocat, oui, pour la santé, c'est génial, mais l'impact environnemental de cette huile-là est c'est pas la même chose. Là. On parle d'un autre département. Là. Fait que, tu sais, à quelque part, cette cacophonie-là autour de ces huiles-là, surtout des aliments qui sont extrêmement intéressants pour la santé, extrêmement accessibles. Moi, c'est sûr que comme professionnelle de la santé, je trouve ça dérangeant. Je trouve ça... c'est ça. Je suis en train de rechercher. Tu avais sorti aussi dans le dossier de recherche, justement, quelque chose de plus... Oui, c'est ça. Je voulais ressortir la donnée pour la production d'huile d'avocat. Il faut 15 à 30 avocats pour produire 1 litre d'huile. Puis, pour entretenir des avocats, en fait, ça demande énormément d'eau et d'énergie. Donc, puis honnêtement, en 2025, là, ceci est une opinion, mais je pense que c'est quand on peut et qu'on a l'espace mental, c'est important. On peut plus parler d'alimentation sans penser à l'impact environnemental. Non, c'est interrelié maintenant. Aujourd'hui, je pense c'est indissociable. Malheureusement, ça crée aussi une certaine charge mentale, mais je pense que c'est pour le mieux. Cette charge-là, je pense qu'on doit l'accepter d'une certaine façon. Ça doit être une responsabilité partagée aussi, là, par l'éducation aussi. Mais c'est indissociable. On ne peut pas passer à côté de ça. Surtout que pour les huiles, c'est quand même facile. C'est pas comme si, non, là, maintenant qu'on n'utilise plus d'huile d'avocat, que je vais faire. Il y en a plein d'autres, évidemment. Puis il y en a des locales, il y en a qui sont extraites ici au Québec. Fait qu'à quelque part, on mise manger québécois, acheter local, production locale. Hey, on en a des huiles ici. Là. Oui, juste l'huile de caméline, justement, qui est une graine. Exact, la graine de caméline. Tout à fait. Il y a plusieurs
producteurs qui en produisent. En fait, ils achètent, mettons, les graines, puis ils vont les presser ici, ils vont les extraire ici. Fait que, c'est une production locale. La graine n'est peut-être pas locale, mais quand même, à tout le moins, il y a une production ici. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est Oui. Puis je vais peut-être prendre le temps aussi d'expliquer l'aspect, justement, parce que l'inflammation, c'est un sujet aussi qui est très trendy, très, justement, qui est très à la mode. Puis tantôt, justement, quand on a introduit les différents types d'acides gras, t'as les acides gras polyinsaturés qui, justement, il leur manque plusieurs perles dans le collier. Et il y a les oméga 3 et les oméga 6 qu'on doit obtenir de l'alimentation parce que notre corps ne peut pas les produire. Et ils sont importants pour différentes fonctions dans le corps. Les oméga 3, on peut penser la majorité des gras qui composent notre cerveau, ce sont des oméga 3. Les oméga 6 sont aussi importants pour la production de molécules qui sont bénéfiques pour la santé. Et avec notre alimentation qui s'est beaucoup plus industrialisée, qui est malheureusement beaucoup plus riche en aliments ultra transformés, on se retrouve à avoir beaucoup plus d'oméga 6 dans notre alimentation. Puis quand on mange des oméga 3 et des oméga 6, il y a différentes chaînes de réactions qui se produisent dans le corps et les oméga 3 et oméga 6 ont comme besoin des mêmes outils. Donc, une compétition entre les deux. Et puisqu'on a plus d'oméga 6, ça fait en sorte qu'il y a plus des sous-produits du métabolisme des oméga 6 qui peuvent être produits parce que les oméga 3 sont comme, là, maudit, l'autre, il prend toute la place. Et certains des sous-produits issus du métabolisme des oméga 6 peuvent, au niveau des études plus moléculaires, avoir des effets, effectivement, qui sont inflammatoires. Mais c'est tout le temps important, ça, c'est un autre bel exemple en nutrition où ce qu'on observe en laboratoire, après, quand tu viens mettre ça dans vraiment l'être humain, toute sa complexité et toutes les autres molécules, les autres aliments qu'on va consommer, est-ce qu'il y a réellement un effet inflammatoire qui est résiduel? Et ce qui est avancé, en fait, autour de la peur des certaines huiles végétales, c'est le fait qu'elles sont, justement, parfois elles vont contenir beaucoup d'oméga 6. Donc, les gens vont dire, là, il ne faut pas manger des oméga 6. Puis j'avais déjà lu justement un exemple, je pense que c'était sur TikTok, que quelqu'un disait manger des oméga 6, c'est comme quand tu viens mettre de l'huile puis que ça prend en feu. Tu sais, l'image, elle est frappante. L'image, elle est frappante. Puis là, c'est de venir nuancer. Puis en fait, pas juste nuancer, mais venir clarifier que c'est pas ça qui se passe dans le corps. Et que l'aspect négatif lié à la consommation plus élevée d'oméga 6 serait pas forcément lié, on peut pas directement lier ça à la consommation directe d'oméga 6, mais plutôt au fait que ça provient souvent d'aliments ultra transformés qui vont pas juste contenir plus de ce type d'acide gras-là, mais plus de sucre, plus d'agents conservateurs qui ont une faible valeur nutritive. Parce que quand on vient regarder les études qui comparent l'effet sur la santé des différents types d'huile, sur l'huile de canola, il y en a eu beaucoup. J'en ai lu aussi justement sur l'huile de caméline, elle qui est plus riche en oméga 3, ce qui est intéressant. Mais je parle de l'huile de canola parce que c'est une huile qui vient d'ici, qui est très consommée, qui coûte peu cher, qui est très versatile en cuisine. Ce qu'on voit, c'est plutôt des effets bénéfiques au niveau des marqueurs d'inflammation, des marqueurs de santé et du risque cardiovasculaire. Donc, l'huile de canola, c'est une huile qui est tout à fait adéquate et saine à consommer en cuisine. Il y a une nuance à faire que je pense que c'est peut-être pas toujours bien compris, c'est qu'il y a une différence entre participer à un processus d'inflammation puis créer de l'inflammation. Tu sais, les oméga 3, oméga 6, tout ce mécanisme biochimique-là, ça peut participer au mécanisme d'inflammation, mais ça ne cause pas l'inflammation. Pareil, là, on parle de mécanisme. Puis quand on parle d'inflammation, là, parce que justement, c'est comme « Oh non, il ne faut pas qu'il y ait de l'inflammation ». Je vois souvent des repas anti-inflammatoires. Et moi, ça ne me dit rien dans le sens que c'est quoi que ça fait? Genre, c'est quoi qui est pas bon? Qu'est-ce que ça fait dans notre corps, comme l'inflammation? Mais à la base, Annie, je vais commencer, puis tu me compléteras, mais l'inflammation, c'est une réponse du corps qui est bénéfique quand elle est aiguë. Donc, quand on va avoir, si je me coupe, par exemple, là, ma peau va devenir rouge, il y a de l'inflammation et c'est un peu un recrutement des cellules immunitaires de tous les soldats qui sont en mode « Oups, là, OK, là, il y a un problème, il faut qu'on vienne intervenir ».
guérir. OK. L'inflammation aiguë, c'est aussi ça qui va nous aider à combattre des virus quand on tombe malade. Et le type d'inflammation qui est plus problématique, c'est l'inflammation chronique de bas grade. Donc, c'est un peu comme si ces petits soldats-là sont tout le temps présents et qui viennent un peu causer une espèce de... Là, justement, l'image du feu peut peut-être être bonne, que des fois, il faut un gros coup de feu pour brûler quelque chose, brûler le maudit virus puis qu'il s'en aille. Mais s'il y a tout le temps une petite braise, un feu qui est présent et qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas un virus, il n'y a pas quelque chose, une coupure qui est présente, bien ça vient causer du dommage à nos tissus, à nos organes. Donc, et cette composante d'inflammation chronique, elle est très présente justement dans des maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, et ça, c'est quelque chose justement qu'on veut réduire. Par contre, l'inflammation chronique, c'est pas quelque chose qui est exclusivement causé par l'alimentation, c'est causé par une panoplie de phénomènes. Donc, quand on parle d'inflammation, même si on n'est pas un expert du sujet, je pense que de relancer la question à l'autre personne, qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles d'inflammation? Oui, ben j'ai l'impression que les gens, ces réseaux sociaux, le savent peut-être même pas. Tu sais, mettons, les gens, justement, qui sont comme, voici ma semaine de repas anti-inflammatoire. Si tu demandes en dessous, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, comme, qu'est-ce que ça amène dans ton corps? Tu sais, je pense que les gens, ils savent même pas. Mais là, tout le monde est comme, ah oui, hey, ça fait vraiment du sens. Mais dans le fond, de ce que je comprends, c'est que s'il y a comme une inflammation chronique, c'est entre autres, parce que là, tu dis que c'est pas juste ça, mais mettons quelqu'un qui mange beaucoup de nourriture plus industrielle, c'est comme si le corps, il voit ça un peu comme un danger, tu sais, qui est comme... Il reconnaît pas tant ça, puis il voit ça comme un danger. Ça va être souvent lié aussi à d'autres aux problèmes de santé qui sont déjà présents. Là, c'est de l'inflammation, ça arrive jamais seul. Si, par exemple, on a un bilan de cholestérol qui est élevé, ben là, il y a une possibilité qu'il y ait de l'inflammation de bas grade. Fait que c'est rarement isolé. Puis souvent, ben, quand on voit les gens parler de ça sur TikTok qui sont si jeunes et en santé, ben, il y a fort possibilité qu'il n'y ait pas du tout d'inflammation au grade, bas grade, peu importe. Là, il n'y en a probablement pas. Puis en quelle mesure l'alimentation peut avoir un effet là-dessus? Probablement pas tant que ça. Une alimentation équilibrée va toujours avoir des effets positifs sur la santé, mais sur l'inflammation, jusqu'à quel point? Puis aussi, puis ça, on dirait que le sujet de l'inflammation vient me chercher parce que durant mes années de doctorat, un des marqueurs principaux qu'on regardait était justement lié à l'inflammation. Puis, tu sais, c'était un marqueur, alors que l'inflammation, moi, une des questions que travailleurs en recherche là-dedans, c'est comment tu le mesures? Comment tu mesures ça, l'inflammation? Parce que ça peut être des marqueurs qui se mesurent dans des prises de sang, ça peut être l'expression de certaines molécules au niveau des tissus, lesquelles. Donc, ça, c'est tout le temps une des questions qui me vient en tête. Puis parfois, tu peux avoir un marqueur d'inflammation qui est plus élevé, mais là, après, tu vas avoir 3 autres marqueurs anti-inflammatoires qui sont présents et donc l'effet est nul. Donc, tu sais, l'inflammation, c'est un processus qui est complexe et donc... je pense qu'il faut faire... Il y a aussi quand même, je pense, un marketing autour de... Puis ça veut pas dire, en fait, les fruits et légumes, les végétaux, c'est bénéfique pour la santé, entre autres parce qu'ils peuvent avoir un effet qui est anti-inflammatoire, mais c'est pas la seule cible. C'est pas la seule cible. C'est l'ensemble de l'alimentation. Puis, on sort un peu, là, justement, dans ces gares au gras-là et tout ça, gare au sucre, gare au gras. Puis, c'est l'alimentation dont il faut parler. Il faut arrêter de cibler un aliment. C'est global. Là. Puis même les nouvelles recommandations en santé, ils sont très axés sur l'ensemble des profils alimentaires qu'on devrait consommer. Donc, les catégories d'aliments qu'on devrait consommer sur une base régulière pour avoir une santé globale intéressante. Là. Fait que on est moins... En fait, la nutrition faite par des nutritionnistes n'est plus du tout dans les nutriments ou les aliments. Ouais. Puis tu sais, par exemple, même si tu consommes de l'huile d'avocat qui, de par ses différents composés, parce que c'est vrai quand tu regardes son profil nutritif, c'est super intéressant. Si tu consommes cette huile-là qui, effectivement, peut avoir des nutriments qui ont un effet anti-inflammatoire sur le corps, mais qu'en à côté, tu dors 4-5 heures par nuit, tu es stressé à bloc, tu es sédentaire, tu bouges pas, le reste de tes habitudes, ton environnement va avoir un effet beaucoup plus important que la petite huile que tu viens consommer. Donc, il faut toujours avoir cette vision... Cette vision globale, là. Oui. Que les réseaux sociaux n'ont pas. Oui. C'est ça. Souvent, ce qui est drôle un peu sur les réseaux sociaux, c'est que de vieilles études ou de vieilles polémiques ressortent, tu sais, ou 10-15 ans, là, ça revient, là, tu sais, mais ça, c'est réglé plus longtemps, là, mais non.
ça revient. Ouais. Puis, pour terminer sur le cas des huiles végétales, je nommais qu'il y avait justement ce ratio-là oméga 3, oméga 6 qui était une des sources de crainte. Puis, le deuxième truc, je parlais du processus d'extraction. Les graines, puisque, bon, c'est un petit peu plus petit, le fait, on est très limité dans la quantité d'huile qu'on peut extraire si on y va juste par pression mécanique, contrairement à l'huile d'olive ou à l'huile d'avocat. Donc, il y a des solvants qui vont être utilisés pour extraire un maximum d'huile. Et ensuite, il y a certains processus de transformation qui vont être effectués pour faire en sorte que l'huile soit stable à température pièce, qu'elle puisse être conservée. Et ce qui est souvent énoncé, c'est que, il peut rester justement une partie de ces solvants-là dans l'huile et elles vont toujours être testées avant d'être commercialisées et c'est toujours la dose qui fait le poison. Les quantités résiduelles dans l'huile sont tellement petites que c'est pas ça qui vient causer des effets négatifs. En fait, ça vient pas causer d'effets négatifs sur la santé carrément. Donc voilà, vous pouvez cuisiner avec de l'huile de canola, il n'y a pas de problème. Puis en fait, la solution, c'est de varier les types d'huile dans l'alimentation. Oui, parce que c'est pas toutes les huiles qui vont pouvoir être intéressantes pour, par exemple, à la cuisson. Ouais. Tu sais, des huiles qui tolèrent pas bien la chaleur. Fait qu'on va aller vers d'autres types d'huiles qui vont bien tolérer la chaleur, qu'on va pouvoir frire ou pouvoir cuire à haute température. Tu sais, ça dépend ce qu'on veut faire. Fait que, tu sais, choisir une huile, d'en avoir une dans son armoire, bien, des fois, ça peut nous limiter dans certaines choses qu'on veut cuisiner. Ouais. Fait que des fois, d'avoir un duo ou un trio d'huiles, là, on est pas mal en business. Et ça, parlons-en peut-être un peu parce que dans les questions, peut-être même au niveau justement de la charge mentale de tu veux cuisiner quelque chose, est-ce que j'ai la bonne huile pour ça? Mettons qu'on fait une espèce de petit cours 101 des huiles en cuisine, lesquelles sont plus pertinentes pour les vinaigrettes, la cuisson à la poêle, au four. Toi, Priscilla, qui aussi fait de la création de recettes dans tes menus, est-ce que des fois, c'est des questions que tu vas recevoir de quelle huile utiliser? Ou on dirait les gens de ma génération moins. C'est plus des gens des générations avant moi. Que je pense que justement, ils n'ont peut-être pas fermé la porte sur ce sujet-là. Puis qui sont encore eux, c'est encore ouvert. Puis ils ont encore ces craintes-là. Puis on dirait comme s'ils voient une recette justement qui a de l'huile à l'intérieur, est-ce que je peux couper ça par quelque chose d'autre? Mais tu sais, moi, personnellement, je me casse tellement pas la tête avec ça. Là. Puis je me dis, tu sais, en tout cas, c'est ma croyance, là, mais on en consomme tellement pas tant dans une journée, dans le sens que c'est par-ci, par-là, que je suis comme, est-ce que ça fait vraiment une différence? Je vais-tu commencer à porter mon attention puis mon temps de réflexion sur quelque chose d'aussi petit? T'sais, j'aime avoir plus une vision d'ensemble que juste quelque chose d'aussi petit dans mon alimentation. Mon Dieu, j'aimerais ça. Moi, ça comme toi. Ça serait plus facile. Non, mais c'est vrai, c'est tellement c'est ça, c'est pas. Puis surtout l'huile, justement, je me verse pas un verre d'huile tous les matins. Non, là, ça va être. J'en ai pas dans mon café. Non, une chambre. Mais tu sais, quand je pensais justement aux différents facteurs à considérer pour le choix d'une huile en cuisine, le goût. D'abord et avant tout. Puis Annie, je pense à moi, toi. je vais parler le prix aussi. Oui, mais le goût, j'avais noté le goût, le coût. Ouais. On peut penser à l'effet sur la santé si on recherche certains bénéfices. L'écologie, on parlait de l'huile d'avocat. Et au niveau peut-être un peu plus du choix selon ce qu'on va cuisiner, le point de fumée. Puis je disais, Annie, le goût, ça me faisait penser à toi parce qu'on a nommé l'huile de caméline tantôt, qui est une huile justement qui est faite à base de graines de caméline. On peut en retrouver au Québec, qui a un très haut point de fumée. Donc, on peut l'utiliser à des températures très élevées, beau profil d'acide gras riche en oméga 3. Puis je me suis dit, Annie, on en avait parlé une fois, puis tu m'avais dit, mais j'haïs ça goûte pas bon. J'aime pas le goût, c'est plate. J'aime pas le goût, puis j'aimerais ça, aimer le goût, parce que je trouve que c'est une belle huile, elle a un beau profil. Mais je l'aime pas le goût. On aime ou on déteste. C'est ça, je l'ai essayé. Là. Puis tu sais, c'est drôle parce que des fois, je compare un peu l'huile de caméline à la polémique la coriandre. Tu sais, tu aimes la coriandre ou tu détestes la coriandre. Puis j'ai l'impression que la caméline, c'est un peu ça pour certaines personnes. Mais heureusement, autour de moi, j'ai plus de gens qui aiment la caméline qui n'aiment pas le goût. Fait. Oui, moi, mon conjoint, il n'aime pas ça. Moi, j'étais vraiment contente. Là. J'étais comme, hey, ça ressemble un peu comme à l'huile de sésame, mais comme plus locale. Fait que j'étais comme, hey, c'est fantastique dans des recettes comme asiatiques, je vais mettre ça. Mais à chaque fois que j'en mets, il remarque tout de suite. Il est comme, t'as mis de l'huile de caméline. Il essaie d'être poli, mais il aime pas ça. Puis il s'en prend pas pour le lunch le lendemain, comme, non, c'est correct, pas besoin de lunch. Fait que là, je l'utilise moins, là.
Mais bref, donc, le choix de l'huile va être influencé par différentes choses. Et ça, justement, c'est de là l'intérêt à en avoir différentes dans sa cuisine. Puis là, la question au niveau de, mais laquelle j'utilise, si je suis à la poêle, au four ou pour de la friture, il y a un des points de réponse, en fait, qui va partir du point de fumée de chaque huile. Donc, le point de fumée, en fait, c'est la température à partir de laquelle une huile va commencer à se dégrader. Et ça peut se mesurer de différentes façons en laboratoire, mais vraiment, carrément, l'huile va fumer. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'utiliser peut-être une huile d'olive extra vierge. Vous avez mis le feu un peu trop fort, vous êtes parti faire autre chose et ça fume. Ça sent pas bon, l'espèce de goût rancé. Les aliments vont pas goûter bon non plus. Puis tu sais, je pense que le point de fumée revient un peu à l'avant-plan parce qu'on a presque tous des air fryers. Hein? Oui, et ça, cette machine-là, c'est... il chauffe très fort. À l'intérieur, c'est une petite chambre de cuisson, une température qui augmente beaucoup. Fait que si on n'est pas soucieux de l'huile qu'on va utiliser dans l'air fryer qui risque de picoter un petit peu, bien, on peut faire un feu d'air fryer. Ça arrive. Là. Moi, j'ai quelques personnes qui m'ont parlé de ça, qui m'ont posé des questions, à qui le air fryer a fait beaucoup de fumée. Bon, est-ce que c'est l'air fryer? Est-ce que c'est l'huile ou c'est le moteur? Bien, c'était l'huile. Fait qu'il faut faire attention à ça. Là. Fait que ça nous prend une huile. Si on utilise un peu d'huile dans l'air fryer, il faut que ça soit une huile qui monte à une température relativement élevée. Là. Fait que faut être soucieux de ça. Puis, tu sais, pour la question, des fois, à la cuisson à la poêle qu'on entend souvent, idéalement, il faut que ce soit une huile qui a un point de fumée qui est supérieur à peu près 340 Fahrenheit ou 170 Celsius. Puis, il y a quand même beaucoup d'huiles qui se vont là, fait que c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, si on parle, mettons, les principales qu'on veut retrouver en cuisine, l'huile de canola en est une qui a un point de fumée qui est à 460 Fahrenheit, 247. Là, je me trouve drôle de répéter Celsius et Fahrenheit parce que j'arrive de la France où là, tout est en Celsius. Mais nous, on est là en Fahrenheit. Donc, je nomme les deux, puis vous prenez la mesure qui vous convient. Donc, l'huile de canola, elle a un goût qui est plutôt neutre. Puis, en passant, canola aussi, je le nommais tantôt, mais ça vient de Canada Oil Low Acid. C'est une huile qui a été... Ouais, donc le camp canola, c'est quelque chose qui est très... qui est très de chez nous. Donc, ça peut bien s'utiliser froid dans des vinaigrettes, vu que ça a un goût neutre. Si on veut faire plus ressortir le goût de d'autres épices et tout. Ça peut être bon, justement, à la poêle, au four, pour le air fryer, justement. C'est quand même... Il faut faire pas nécessairement une huile vierge, canola vierge, par exemple. Là, on ne le prendrait pas, là, parce que la vierge va être beaucoup plus jaune, prononcée, puis elle a un petit goût beurré. Fait que si on veut faire, par exemple, un dessert, des muffins, puis on veut mettre de l'huile, ben c'est une huile super intéressante parce qu'elle donne un bon goût. Elle donne le goût du beurre, le beurre qu'on ne mettra pas nécessairement dans notre muffin ou notre galette ou peu importe. Là. Fait que ça, c'est un substitut intéressant à un prix quand même assez intéressant aussi. Là. Hey, c'est drôle, j'avais jamais porté attention à de l'huile de canola vierge. Oui. C'est vraiment... on voit le goût est différent parce que l'huile de canola ordinaire, qui est un peu moins jaune, elle goûte pas grand-chose. Mais c'est pour la cuisson, elle est vraiment géniale. Mais une huile vierge, on est ailleurs. Là. C'est le petit step-up de qualité qui va faire en sorte que, si je ne veux pas utiliser de beurre dans ma pâtisserie, ben, je vais prendre ça. Puis c'est bon. C'est vraiment bon. Super. Puis, veux-tu définir aussi, je pense que ce matin, quand on révisait le dossier, je voyais que tu avais acheté des petites notes là-dessus, mais quand on dit justement une huile d'olive, tu sais, vierge, extra vierge, huile de canola, vierge, à quoi on fait référence? En fait, c'est le procédé, dans le fond, pour retirer l'huile et les impuretés, là, quand on presse les olives. Puis la chose intéressante, c'est qu'on dit souvent de l'huile extra vierge, tout ça, mais on devrait dire de l'huile vierge extra. Parce que le premier processus dans la chaîne, c'est de faire l'huile. Donc, on fait une pression. Puis ensuite, selon la qualité des olives qui a été prise pour faire l'huile, bien là, elle peut se distinguer pour avoir l'appellation extra. Fait que c'est un peu comme le vin, l'huile d'olive. Là. Donc, c'est sûr que peut-être que c'est pas aussi bien régulé que les vins d'appellation contrôlée, là, on s'entend. Mais à tout le moins, ceux qui se soumettent à ces normes-là vont souvent avoir sur leur bouteille vierge extra plutôt qu'extra vierge. Ça va souvent avec des bouteilles plus chères, mais plus opaques, là, comme, tu sais, parce qu'avec la lumière... foncées, là, ou carrément, opaques, on voit pas au travers, là. Fait que ils vont être de meilleure qualité, plus chers, mais c'est une huile qu'on va conserver pour des finitions, des vinaigrettes. C'est une huile qui va goûter. Fait que, elle, on veut y goûter, on veut en profiter. Puis les goûts vont être très, très, très variables. Donc, c'est vraiment des huiles un peu, on pourrait dire de finition d'une certaine façon. On un les peu utilise comme à la fin pour finir.
l'huile de sésame grillée. Tu sais, on va avoir l'huile de sésame, entre guillemets, régulière, qui, elle, peut s'ajouter justement dans un sauté avec justement les légumes, si on veut faire un plat asiatique, sans que ce soit le gros goût très, très présent, alors que l'huile de sésame grillée, elle va aussi avoir un point de fumée qui est plus bas et de par son goût prononcé, parce qu'elle est plus chère, mais on veut la goûter. Si on l'utilise, c'est pour ça qu'on veut s'en servir. L'huile d'olive aussi, une huile justement qui est riche en bons gras. Elle est bien connue, tu sais, c'est celle qui a été recommandée par la fameuse alimentation méditerranéenne. Ouais. Donc, on en a parlé des décennies de l'huile d'olive. Mais tu sais, c'est une huile qui, malheureusement, par le contexte climatique, fait en sorte que le prix à la bouteille a augmenté beaucoup. Fait que c'est pour ça que les alternatives qu'on peut avoir ici, localement, ben c'est intéressant de pouvoir commencer à varier ça, là. Ouais. Puis c'est une huile aussi, ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant quand j'avais fait les recherches sur le point de fumée, où une huile peut avoir un point de fumée qui est plus bas qu'une autre, mais de par ses autres composés, si elle contient des antioxydants, peut être plus stable à la chaleur. Et l'huile d'olive, c'en est une, justement, qui peut avoir un point de fumée qui est plus bas, par exemple, que l'huile de canola, mais qui peut quand même bien s'utiliser à la poêle et même au four, parce qu'elle contient d'autres composés, en fait, qui vont la protéger de l'oxydation. Donc, tu sais, moi, dans mon garde-manger, souvent, je vais dire huile de canola, huile d'olive. Tu sais, l'huile de canola pour sa simplicité, l'huile d'olive quand je veux quelque chose qui est un peu plus goûteux dans des vinaigrettes. Puis bon, j'aime bien aussi l'huile de sésame pour des plats plus asiatiques. Je travaille beaucoup avec l'huile de tournesol, par exemple, aussi pas très chère. Oui, parlons-en aussi. Assez économique. Ben, en fait, il y a comme deux catégories d'huile de tournesol. On a l'huile de tournesol qui, justement, peut être utilisée à la cuisson, qui a vraiment un point de fumée qui est très élevé puis qui ne goûte pas. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Donc, elle est vraiment très neutre. Mais il y a aussi l'huile de tournesol oléique. C'est une huile qui va être riche en acides gras, un peu l'équivalent presque de l'huile d'avocat en termes du point de vue du profil lipidique au niveau de la santé. Puis, c'est une huile, en fait, ça vient de graines qui sont riches en acides gras oléiques. Donc, on les presse à froid, puis on obtient une huile qui est riche en acides gras oléiques. Beaucoup moins cher aussi, bien entendu. Puis je suis contente que tu la nommes parce que c'en est une, l'huile de tournesol, qui est démonisée, en fait, dans les Eightful Eight. C'est ça, puis elle ne devrait pas du tout, mon Dieu. Surtout, en plus, pour nous, ici, au Québec, c'est une huile il y a des entreprises locales qui la pressent à froid. Donc, on peut dire qu'il y a une partie de la transformation qui est faite localement. Puis en plus de ça, c'est une huile qui est économique puis qui est versatile. Fait que, quelque part, il faut peut-être repenser à la remettre dans nos tablettes. Oui. Donc, tu sais, en gros, pour conclure sur les huiles en cuisine, Priscilla, je pense que tu as nommé la phrase que j'espère que tous les gens vont retenir, franchement. Tu sais, c'est une petite quantité qu'on utilise dans la journée et donc, ça ne devrait pas être l'élément qui nous stresse le plus. On peut se permettre de choisir une huile qui nous convient financièrement, qui a un goût qui est le fun. Puis pour la plupart des huiles qu'on va couramment utiliser dans la cuisine québécoise, canadienne, huile d'olive, de canola, tournesol, on va très bien s'en sortir puis elles vont être sécuritaires. Mais si on prévoit chauffer à très, très haute température... On est un peu plus mettons, pour de la friture, ça va être beaucoup plus, par exemple, l'huile d'arachide qui est utilisée. Oui, souvent, c'est une huile d'arachide. Quoique l'huile de tournesol a une tolérance à la chaleur qui est vraiment très élevée. C'est sûr que l'huile d'avocat tolère bien la chaleur, mais c'est pas ma préférée, mais loin de là à cause du point de vue environnemental. Puis généralement aussi, on le voit sur le prix de la bouteille. Plus une bouteille d'huile est élevée, souvent, c'est parce qu'elle est vierge. Elle va avoir un processus d'extraction qui va être plus minutieux, qui prend plus de temps. Cette huile-là, ben, généralement, il ne faut pas nécessairement la chauffer. C'est une huile qui va être beaucoup plus goûteuse, de qualité. Fait que souvent, la qualité va à « chauffe pas ton huile ». Oui, exactement. Super. Et là, parlant d'environnement, ça m'amène au dernier sujet que je voulais aborder dans la thématique des gras. Et ce sont les fameux oméga 3. On en a parlé justement que, parfois, il y a certaines huiles qui vont en contenir plus. Les oméga 3, c'est un type d'acide gras qui est important pour la santé, qu'on doit consommer parce que notre corps ne peut pas en synthétiser et qui est aussi qui a été vastement étudié pour ses propriétés anti-inflammatoires au niveau des maladies cardiovasculaires. C'est
étudie même au niveau de la cognition, pour toutes sortes de choses. Puis, il y a quand même des nuances à apporter justement sur les sources alimentaires versus les suppléments. Puis, tu sais, au niveau de l'alimentation, les oméga-3, on va en retrouver, et ça aussi, c'est les oméga-3, il existe différentes molécules d'oméga-3. On va beaucoup les retrouver dans les poissons gras, comme le saumon, le hareng, la truite, les sardines. Et il y a un autre type d'oméga-3 qui, lui, on va retrouver dans les aliments d'origine végétale, comme les graines de lin, l'huile de canola, entre autres, les noix de Grenoble. Et les suppléments ont été beaucoup étudiés et parfois, c'est un peu, on dirait quelque chose que les gens vont prendre de façon systématique. Ouais. C'est ça, sans se poser de questions, c'est simple. On prend le supplément le matin, puis c'est réglé. Oui, là, exactement. Mon médecin me l'a recommandé, donc je le prends. Fait que sans se poser plus de questions. Oui. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être des choses à venir démystifier là-dessus. Puis ça me faisait rire parce que aussi, justement, pendant mes années de doctorat, les oméga-3, ça a été un des gros sujets, justement, sur lesquels j'ai travaillé. Puis quand j'ai ressorti en faisant le dossier de recherche, toutes mes notes et toutes les nuances, justement, qui étaient ressorties là-dessus, ça m'a replongé dans toutes sortes de souvenirs. Puis Priscilla, on en avait parlé aussi, justement. Les oméga-3, c'est souvent un nutriment qu'on va discuter dans le cadre d'un régime végétalien parce que une des sources principales qui sont les poissons gras ne font pas partie de l'alimentation végétalienne. Donc, toi, est-ce que c'est quelque chose justement auquel tu as déjà réfléchi ou est-ce que tu t'es déjà tourné peut-être vers des suppléments de sources végétales à base d'algues? À quoi tu penses quand tu penses aux oméga-3? Bien, avant d'avoir un enfant, on dirait que c'était par rapport à moi. Sincèrement, je m'en foutais un peu. Je faisais ma vie, puis je mangeais mes affaires. Mais là, quand c'est par rapport à mon fils, bien, encore une fois, je veux pas y créer de carence ou de quelque chose. Fait que la nutritionniste, justement, m'en avait parlé. Puis on a fait attention par rapport à ça. Tu sais, l'huile de canola qu'elle m'avait nommé. Puis on a cherché un supplément. Puis il y a comme des trucs à regarder dans les suppléments, justement, que moi, j'aurais pas su. Mais que là, elle m'a dit, il faut que tu cherches tel mot, telle chose. Mais tu sais, c'est vraiment comme scientifique, là, tu sais. Puis si elle me l'avait pas dit, ben je l'aurais pas su. Fait que ça m'a permis de trouver, selon elle, en tout cas, un bon supplément par rapport à ça. Ça, tu as fait une démarche tellement pertinente qui est le fait de consulter un ou une professionnelle, une nutritionniste pour trouver justement le supplément qui était adéquat pour ton fils parce que les suppléments de source pour quelqu'un qui n'est pas végétarien ou végétalien, ça va être de l'huile de poisson. Puis j'ai ressorti, ça c'est des données de 2022, mais on parlait d'environnement, là, la production globale d'huile de poisson était à 1,25 million de tonnes par année. Et en ce moment, ce qu'on sait de façon beaucoup plus certaine, en fait, c'est que l'apport en oméga-3 qui provient d'aliments, donc entre autres le poisson, mais aussi les autres sources végétales, est associé à des effets bénéfiques pour la santé, fait partie d'un patron alimentaire qui est sain. Par contre, on obtient des résultats qui sont beaucoup plus conflictuels quand on vient regarder les suppléments d'oméga-3, et ce, autant ceux provenant de l'huile de poisson que ceux provenant de sources végétales comme des micro-algues. Ça, c'est des données où on n'en a pas encore beaucoup parce qu'il y a énormément d'emphase qui a été mis justement sur les suppléments d'huile de poisson, mais les résultats sont conflictuels, notamment en raison de la forme de l'oméga-3. Donc, il y a les oméga-3, mais il y a plein de différentes sous-molécules. Qui va en prendre? Quel est notre apport alimentaire de base et à quoi on va comparer l'effet du supplément d'oméga-3. Donc, généralement, on va avoir un groupe qui prend le supplément et on va avoir un groupe placebo qui prend quelque chose qui doit être neutre. Donc, en ce moment, on n'a pas des données qui permettent de recommander que toute la population, tout le monde devrait prendre un supplément d'oméga-3. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut calculer? Tu sais, mettons, dans une prise de sang, on peut-tu voir l'oméga-3? Comment que ça se mesure? Dans une prise de sang, dans notre système de santé, dans les types, par exemple, ce qui circule, pas plus ou moins parce que, en fait, la quantité d'oméga-3, quand on regarde au niveau de la recherche qui est faite, ça va vraiment être au niveau des tissus que ça va être regardé parce que les oméga-3, quand on en consomme, vont venir s'intégrer à nos membranes cellulaires. Donc, disons que je fais une biopsie là, je vais nommer le tissu adipeux parce que c'est ça sur quoi j'ai travaillé, mais sur un autre tissu de ton corps et qu'on vient, en fait, faire des analyses pour regarder, quel est le profil d'acide gras qui est présent. Ça, c'est la façon dont on peut venir mesurer, en fait, la quantité
quantité d'oméga 3 qui est présente dans le corps. Par contre, ça, c'est évidemment pas des tests qui sont accessibles à la population générale. Par contre, il y a des études qui sont venues regarder la quantité d'oméga 3 qui est estimée par les questionnaires de fréquence alimentaire est très étroitement corrélée au niveau d'oméga 3 dans les tissus. Donc, tout ça... Plus simplement dit, la quantité d'oméga 3 d'aliments qu'on va consommer peut être une bonne représentation, en fait, de ce qui se retrouve dans nos tissus. Je ne sais pas, Annie, si tu veux compléter. C'était pas mal complet, là. C'est ça, parce qu'on peut pas vraiment savoir. Tu sais, c'est ça qui est comme difficile, tu sais, en tant que personne. C'est comme, OK, moi, par exemple... calculer, tu sais. En fait, je pense pas que monsieur, madame, tout le monde puisse le faire. Ça prend une expertise pour être capable de le faire. Encore là, dans les études, quand on mesure, on fait une association entre, justement, le questionnaire de fréquence, le journal alimentaire, puis les niveaux d'oméga 3. Encore faut-il que ce questionnaire-là soit bien administré, soit fait par une personne compétente pour avoir un résultat qui soit conséquent, qui soit en accord avec ce qu'on peut voir. Fait que c'est difficile à calculer. C'est pas quelque chose qu'on est capable de faire dans la vie de tous les jours. Puis je pense pas qu'il existe un app pour ça non plus. Non. Fait qu'il faut aller voir un ou une nutritionniste. Dans le fond, c'est ça. Si on a comme des doutes de est-ce que j'en consomme assez, d'aller voir quelqu'un, puis là, elle va nous poser des questions, puis là, on va pouvoir voir ça. Oui, voilà. Exactement. Puis c'est ça. Puis aussi, quand on parlait d'environnement, moi, souvent, la question que je me pose, c'est même si on avait des données béton, qu'un supplément d'oméga 3 à base d'huile de poisson, c'est incroyable pour absolument tout le monde. En 2025, je pense pas que ce serait éthiquement acceptable de faire une recommandation comme ça. Donc, tu sais, quand on parle de... Tu sais, j'entends des gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, moi, je prends le supplément d'oméga 3 parce que, tu sais, on sait jamais... » Si l'effet est neutre, mais qui est peut-être bénéfique, je pense que c'est quand même un questionnement aussi qu'on doit avoir sur l'influence, justement, d'une consommation aussi élevée d'huile de poisson sur le coût écologique, alors qu'on peut quand même aller chercher des bénéfices, justement, d'un bon apport en oméga 3 de sources végétales. Et souvent, ce qu'on va entendre, en fait, peut-être que les oméga 3 de sources végétales sont pas ceux qui sont les plus intéressants, c'est qu'on a les études ont beaucoup été faites, en fait, sur ceux qu'on retrouve dans les poissons. Donc, le EPA et DHA, c'est peut-être ceux que la nutritionniste a fait regarder sur les étiquettes. Et c'est beaucoup eux qui sont associés à des effets bénéfiques principalement. Et dans les sources végétales, l'huile de canola, les noix de Grenoble et tout ça, c'est l'ALA qu'on va retrouver et non le EPA et DHA. Donc, ça, c'est un peu l'espèce pas le gap dans la littérature, mais les questions qu'on peut avoir par rapport à ça. Bon, mais si j'ai pas de source de EPA et DHA dans mon alimentation, quels peuvent être les effets? Et les suppléments végétaliens, souvent, c'est à base d'huile de microalgues. Puis ça, c'est intéressant parce que les poissons, le EPA et DHA qu'ils ont dans la chair, ils vont l'obtenir, en fait, lorsqu'ils mangent du plancton et des algues dans l'eau. Donc, c'est là que ça vient. Puis, en tout cas, j'espère qu'on va davantage voir d'études sur Parce que la littérature est jeune. Je dirais, c'est encore un peu embryonnaire. On sait que de l'alimentation, c'est probablement nos meilleures sources. Fait que, avant de considérer le supplément, saurons-nous qu'on en a suffisamment dans notre alimentation? Puis une rencontre d'1 heure, 1 heure et demie avec une nutritionniste, bien, c'est souvent, ça va peut-être régler cette chose-là, mais beaucoup d'autres choses aussi. Là. Fait que, je pense que c'est un bon investissement pour sa santé, d'une part. Je prêche ma profession, bien entendu. Mais quand même, à tout le moins, de commencer avec l'alimentation. Puis après ça, si le supplément est nécessaire ou pertinent, bien là, à ce moment-là, d'y aller avec ça, selon les recommandations, pas aller en excès non plus, puis de bien le choisir parce que c'est pas tous les suppléments qui sont purs et ou intéressants ou, tu sais, on tombe dans la jungle des suppléments, là. Il faut s'assurer qu'on a un supplément qui est adéquat aussi, là. Oui, parce que c'est aussi, justement, quand on regardait, on parlait du point de fumée, tantôt une huile, justement, qui veut devenir plus bonne, mais ça arrive, en fait, lorsque des suppléments d'oméga 3 à base d'huile de poisson ont été analysés, que l'huile était super oxydée, contenait des composés qui n'étaient pas souhaitables pour la santé. Donc, ça peut être un risque aussi lorsqu'on veut poser une bonne action puis se tourner, bon, ben allez, je vais prendre un supplément d'oméga 3. Puis au final, on peut peut-être se faire plus de tort que... exact. Puis, il ne faut pas oublier que d'un point de vue day-to-day, il ne faut pas que tu oublies de le prendre. Là. Tu te rajoutes une charge mentale de prendre un supplément. Là. Qu'est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Peut-être certaines sous-populations, certaines personnes peuvent en bénéficier, peut-être d'autres pas du tout. Maintenant, même les jeunes ont leur pilulier, là, c'est comme ça que ça s'appelle. Là, il y a comme toute une routine de suppléments puis tout ça. Fait que ça coûte cher. Puis comme tu dis,
dit, c'est une charge mentale de plus. Ça. Que... Mais ils vont être prêts pour quand ils vont être vieux et qu'ils vont avoir à prendre des vrais médicaments. Ils n'auront peut-être pas. Non, c'est ça. Ça va être intégré dans la routine. Ouais. Donc, pour conclure sur le cas des suppléments d'oméga 3, honnêtement, même après avoir travaillé pendant plusieurs années sur cette thématique-là, la recherche en ce moment n'appuie pas le fait que tout le monde devrait prendre un supplément d'oméga 3, autant au niveau des bénéfices pour la santé que de l'accessibilité financière. Si on se soucie de son apport en oméga 3, ça va être beaucoup plus économique et pertinent de se tourner vers les sources alimentaires. Donc, si on consomme de la viande, ça peut être justement d'apprendre à apprêter le poisson de différentes façons, cuisiner avec l'huile de canola, intégrer des graines de lin dans son gruau, dans son granola. Je pense que c'est l'option qui est à privilégier dans cette sphère-là parce que les bénéfices de la consommation d'oméga 3 pour un paquet de choses, on a encore beaucoup de zones grises où on ne peut pas affirmer avec certitude que ça va mener à une amélioration de la cognition ou même réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ça a été longtemps dans les recommandations. Ça s'est révisé également. Ouais. Parce qu'on se rendait compte aussi chez les personnes âgées qui en prenaient pour leur santé cardiovasculaire, bien, c'est une pilule de plus. Là. Ouais. Puis des fois, les pilules sont oubliées. Ouais. Donc, le traitement en tant que tel est affecté dans ce temps-là. Puis, il ne faut pas oublier aussi que certaines de ces pilules-là ont un goût. Là, tu vas prendre, le goût d'arrière-poisson. Le goût d'arrière-goût de poisson. Là, fait que, on les met au réfrigérateur pour que ça goûte pas trop. L'haleine, après, les gens ont une haleine de poisson. C'est ça. Là. Fait que c'est pas nécessairement... c'est pas agréable, ça, on va se le dire non plus, là, tu sais. Ouais. C'est des petits micro-aspects qu'il faut quand même aussi tenir compte, là. Tout à fait. Donc, les gras et l'alimentation, c'est un gros sujet. Je pense qu'on aurait pu continuer 2 heures là-dessus. Si je fais un petit résumé, on a parlé de toute l'histoire de la guerre au gras, d'où ça vient. Puis, tu sais, c'est bon de se questionner des fois qu'on va avoir peur de quelque chose ou se dire « Ah, c'est mauvais », mais de penser d'où ça vient. Puis, des fois, cet élément-là peut être un peu historique. Bien, je pense que c'est la chose à faire en nutrition parce que la confusion ou l'incertitude par rapport à, par exemple, les œufs, ça vient de où? C'est important de pouvoir l'expliquer pour faire des recommandations qui sont d'actualité. Parce que si on recommande quelque chose, ah ben non, ça, c'est pas vrai, mais ça risque de changer peut-être, on ne sait pas. Mais c'est important OK, c'est pour ça qu'on ne le sait pas. Il s'est passé ça dans le temps. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire ça avec certitude. Manger des œufs, c'est correct. Ouais. Fait que de revenir dans le temps, je pense que c'est important. Oui. Donc, la notion d'histoire qui est hyper intéressante que tu as apportée. L'huile de noix de coco n'est pas une panacée. Non. On a parlé, les huiles végétales ont tout à fait leur place dans une saine alimentation. On peut les cuisiner sans problème. Les œufs, on peut en manger, il n'y a pas de problème. C'est pas essentiel. Si on n'aime pas ça, ou Priscilla qui est végétalienne, tu peux très, très bien t'en sortir sans manger des œufs. Il y a plein d'autres bonnes sources de protéines et de vitamines liposolubles que tu peux consommer dans ton alimentation. Au niveau du choix des huiles en cuisine, la majorité qu'on utilise vont être adéquates. La variété, c'est ce qui est le plus important. Exact. Puis, si on veut aller cuire à des... On peut prendre celle qui est en spécial à l'épicerie quand c'est le moment de faire nos achats, puis c'est pas se compliquer la vie, là. Ouais. Puis si on aime ça, parce que j'en connais des gens qui adorent en avoir 10 000 dans leur... Oui, c'est le fun. C'est le fun aussi, les huiles, parce qu'ils amènent du goût. C'est une huile de finition, là, une huile piquante sur la pizza, c'est bon. Oui, le gras, c'est un conducteur de saveur. Oui, c'est vraiment, là, ça donne l'onctuosité. Il ne faut pas oublier ça, là. Oui. Puis, au niveau des oméga 3, nutriments qui est super important pour la santé, mais pour lequel un supplément n'est pas systématiquement nécessaire pour tout le monde. Il y a des populations, il y a des groupes pour qui ça peut l'être à certains stades de la vie. Je pense justement peut-être à des enfants, des gens qui ont des restrictions alimentaires. Ça peut être bénéfique, mais à la lumière des données scientifiques actuelles, un supplément d'oméga 3 n'est pas nécessaire pour tout le monde. Et il y a évidemment les considérations environnementales et éthiques à considérer. Donc, voilà.
On arrête de faire la guerre au gras. Et on arrête de faire la guerre au gras. Oui, on arrête de faire on arrête de faire... Et à n'importe quel nutriment aussi. Tout à fait. Priscilla, justement, tu disais que tu m'as posé plein de questions. Tu sentais dans un cours, à la lumière de cette discussion-là, est-ce qu'il y a d'autres dernières questions que tu aimerais poser ou tu sens que ça... C'était très clair. J'ai aimé ça, que ça soit bien vulgarisé. Oui. Oui, j'ai aimé ça. C'est pour ça que c'est comme dans un cours où que le prof, il prend le temps d'expliquer. Là. C'est pas un cours où est-ce que t'es perdu. Fait que j'ai adoré. Pour vrai, au final, c'est juste de manger varié. Mais oui. Puis d'avoir du plaisir Mais aussi oui. dans l'alimentation. Ouais. Mais oui. Tout à De fait. pas se compliquer la vie. Puis, tu sais, c'est tellement... Ça devrait être ça. Ça devrait être simple. Mhm. Mhm. Réduire la charge mentale. Oui, Réduire c'est la ça. Ouais. Ouais. Réduire la charge mentale. Si vous aviez une chose que vous aimeriez que les gens retiennent, Priscilla, tu as un peu nommé justement ce point-là, que c'est la variété. Est-ce qu'il y a un élément de la discussion qui t'a plus marqué, avec lequel tu repars? Ben, c'est d'avoir tout le temps une vision d'ensemble. Tu sais, Ouais. je pense que c'est ça qu'on devrait arrêter, c'est d'arrêter de cibler un élément, tu sais, puis de vraiment focusser là-dessus. Quand on n'est pas professionnel de la santé, ben on l'est pas. Fait qu'on devrait arrêter d'essayer de comprendre parce que, comme vous avez dit, il y a tellement d'études, on peut pas se baser sur une seule étude. Tu sais, il faut vraiment regarder la vision globale. Puis ça, ben, quand on est monsieur, madame, tout le monde, ben, des fois, il faut faire plus confiance aux professionnels de la santé et non à nous. C'est pas notre expertise. On a d'autres expertises. C'est correct. Fait que moi, c'est ça, je pense que je retiens le plus. Là. Ah, génial. C'est super pertinent. Puis toi, Annie, après avoir fait des fois, après avoir fait des revues de littérature comme ça, tu Ouais. repars des fois avec une vision différente des choses. Ben, ou, en fait, non, ça l'a confirmé ma vision. Je me Ouais. suis rendu compte que j'étais encore à jour dans ma littérature, fait que ça, c'est génial. Mais là-dessus, tu sais, je comprends, dans le fond, les guerres, la nutrition. On cherche tellement une façon facile et rapide de bien manger. Si on pouvait couper cet aliment-là puis s'assurer qu'on soit en santé pour le restant de nos jours, ça serait si simple. Puis c'est ce que les gens ont cherché pendant des décennies, mais on n'est plus là. On n'est plus là. On a des réponses de plus en plus à l'alimentation. L'alimentation, c'est en pleine mouvance. C'est une science qui est très jeune. Ça a l'air vieux comme une science, là, parce qu'on dit, Hippocrate, il nous disait déjà des recommandations, mais c'est même pas vu de même, la science de la nutrition. Là. On parle des années des fin 80, début 90, 2000, où là, ça s'est accéléré avec des grandes études de cohorte. On commence à avoir de bonnes réponses aux questions. Puis il faut pas être stressé ou anxieux quand on voit que l'alimentation a l'air de toujours changer. Non, elle évolue. Puis il faut comprendre pourquoi on sent qu'on est confus. Tu sais, des fois, c'est juste de poser des questions aux bonnes personnes pour nous expliquer cette confusion-là qui est souvent réelle. Puis de faire le constat, bien, on est rendu là aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Ma dernière petite question pour vous deux, que je pose à tous mes invités à la fin des épisodes de Science Radio pour la saison 2, si vous aviez une baguette magique dans la thématique qu'on a abordée aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le monde autour de la thématique des gras dans l'alimentation? Moi, ça serait que les gens aient du plaisir à manger. Tu sais, je pense que juste ça, parce que quand on se préoccupe de quelque chose comme ça, ça l'enlève en tout cas une partie du plaisir ou des fois complètement. Et juste d'avoir du plaisir, ça l'amène plein d'effets positifs. Puis maintenant, les nutritionnistes en parlent aussi, tu sais, du contexte dans lequel on mange, qu'on cuisine, puis tout ça. Fait que moi, j'aimerais que tout le monde ait du plaisir en mangeant. Ça, on vivrait dans un monde merveilleux, je pense. J'adore. Vraiment. Et toi, Annie? Bien, moi, j'enlèverais la peur ou l'anxiété, puis je la transformerais en curiosité. Une Une curiosité de découvrir les gras, de découvrir les saveurs qui viennent avec, de découvrir ce que ça peut faire, de créer de l'onctuosité quand on en met sur certains aliments. Tu sais, un filet d'huile d'olive sur de la crème glacée à la vanille, c'est sorti de nulle part. Mais vous goûterez à ça, puis vous allez voir à quel point ça donne de l'onctuosité. Ça change la perception en bouche. J'aimerais que les gens soient curieux face à leur alimentation, puis qu'ils n'aient pas peur d'essayer puis d'expérimenter. Tu sais, c'est pas une expérience d'essayer un nouvel aliment qui va faire en sorte qu'on va être malade dans 10 ans. C'est pas ça. Fait que d'être curieux, expérimenter, goûter. Ah, j'adore. Ouais. Wow. Il faut qu'on vous trouve des baguettes magiques. On va transformer tout le monde. Merci beaucoup à vous deux. Annie Ferland, nutritionniste, diététiste, docteur en pharmacie, fondatrice de Science Fourchette. Merci énormément de te déplacer de Québec ce matin pour partager ton expertise sur le sujet. Priscilla Vaillancourt, femme de projet. Et fondatrice de Profites-en. Merci énormément pour ta curiosité et tes questions tellement pertinentes aussi pour revenir justement à
la base est vraiment bien comprendre. Puis je pense que ta présence rejoint beaucoup ce que Annie vient de mentionner, l'aspect d'être curieuse. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup les deux. Si les gens veulent vous suivre, vos Instagram respectifs. Science Fourchette. Oui, profites-en. Si vous avez d'autres plateformes où vous suivez. Non. Pas mal. Ton blog, ton site web, Oui, j'invite les gens. J'ai mon site sur sciencefourchette.com, bien entendu, parce que tout ce que... Si je parle d'un sujet sur Instagram, généralement, c'est toujours accompagné d'un article complet avec les références scientifiques à la fin de l'article. Et toi, Priscilla, tu as aussi ton podcast Vivre aligné? Vivre aligné, oui. Puis j'ai mon site aussi, profites-en.com, où est-ce que, tu sais, quand on parle de charge mentale, tout ça, j'ai un abonnement de réduction de charge mentale, où est-ce que ça combine justement l'alimentation par des menus, mais aussi toute la sphère psychologie. Fait que j'aime bien ça. Génial. Mais merci beaucoup. J'encourage les gens à aller vous suivre et vous découvrir. Merci. Merci.